Sous les sables brûlants du désert, certains blocs de pierre semblent trop anciens pour appartenir au temps que nous leur attribuons. L'érosion raconte une histoire différente, comme si ces géants de calcaire avaient contemplé des pluies disparues depuis des millénaires. Que se passerait-il si les pyramides n'étaient pas seulement les témoins de l'Égypte pharaonique, mais les vestiges d'un monde encore plus ancien, effacé par la glace et les âges? Les glaciations ont recouvert des continents, englouti des cités, effacé des côtes entières. Peut-être que ce que nous croyons connaître n'est qu'un fragment, une strate fragile dans une mémoire plus vaste. Là où l'histoire officielle s'interrompt, un silence persiste, et dans ce silence, les pierres murmurent une autre chronologie. Dans le silence du désert, les pyramides se dressent comme des témoins d'un monde qui échappe à nos calendriers. On dit qu'elles appartiennent à l'ancien empire égyptien, qu'elles furent élevées par des rois dont les noms se sont gravés dans les hiéroglyphes. Pourtant, face à leur présence immuable, une question s'élève, fragile mais persistante. Et si leur origine précédait les dynasties, précédait eux-mêmes l'histoire que nous appelons l'histoire? L'érosion qui ronge la pierre, la disposition qui semble répondre à des lois célestes et les récits d'antiques voyageurs composent une énigme plus vaste que les réponses familières. Il ne s'agit pas d'imaginer une fantaisie, mais de sonder le doute, d'écouter ce que les pierres ont vu, ce qu'elles pourraient encore porter dans leurs strates invisibles. Les monuments semblent projetés hors du temps, comme si leur silence défiait les millénaires. Certains chercheurs indépendants, parfois relégués aux marges de l'académie, ont suggéré que les pyramides pourraient être bien plus anciennes que l'on ne l'admet. Leurs arguments se nourrissent manquant des signes laissés sur les parois, de l'usure qui ne correspond pas seulement au vent du désert, mais à des pluies abondantes, disparues depuis des milliers d'années. Ces traces d'eau suggéreraient un climat radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui en Égypte. Or, les dernières pluies de cette intensité remontent à la fin de la dernière glaciation. Ainsi se dessine l'hypothèse troublante. Et si les pyramides étaient les survivances d'une civilisation perdue, antérieure à l'âge de glace? Les datations traditionnelles établies par l'archéologie classique placent leur édification vers 2600 avant notre ère. Mais si l'érosion parle vrai, ces blocs de calcaire pourraient avoir vu passer 10, peut-être 15 millénaires de plus. Le désert, pourtant, est avare de preuves. La pierre garde des cicatrices, mais l'histoire se disperse dans les sables mouvants. Les archives humaines, elles, s'étiolent après quelques millénaires, effacées par le temps et la fragilité des matériaux. Ce qui reste, ce sont ces géants silencieux, alignés avec une précision qui interpelle, comme si leurs bâtisseurs connaissaient les mouvements des astres mieux que nous ne le supposons. À l'ombre des pyramides, les légendes naissent. Les anciens Grecs parlaient déjà de mystères antiques, de savoirs transmis par des peuples venus d'un passé obscur. Hérodote, voyageur du 5e siècle avant notre ère, décrivait les Égyptiens comme les héritiers d'une sagesse plus ancienne qu'eux-mêmes. Ces récits, entremêlés de mythes et d'observations, esquissaient déjà la possibilité que l'histoire de ces monuments échappe à la simple chronologie royale. La mémoire collective conserve souvent, sous forme de mythes, les fragments d'événements effacés. L'idée de grandes civilisations détruites par des cataclysmes, de continents engloutis, parcourt les traditions du monde entier. Des Mayas aux Grecs, des peuples mésopotamiens aux anciens hindous, tous évoquent en un âge d'or révolu, détruit par des déluges, par le feu ou par la glace. Et toujours, après la destruction, des survivants, porteurs de savoirs mystérieux, auraient rebâti les fondations de ce que nous appelons aujourd'hui les civilisations historiques. Si ces récits en contiennent ne serait-ce qu'une ombre de vérité, alors les pyramides pourraient être les restes tangibles de cet héritage oublié. Elles se dressent, massives, résistantes au vent du désert, mais fragiles dans leur énigme. Les archéologues les décrivent comme des tombeaux, mais aucun sarcophage intact n'y fut découvert. Leur fonction réelle demeure incertaine. Mausolée, temple, observatoire céleste? Chaque hypothèse éclaire une facette, mais aucune ne résout l'ensemble. La précision de leur construction intrigue autant que leur possible ancienneté. Des millions de blocs de pierre, ajustés avec une exactitude qui défie nos outils modernes, composent ces structures. Comment une société, censée être encore proche du néolithique, aurait-elle pu atteindre une telle maîtrise technique? Le mystère grandit lorsque l'on considère l'alignement astronomique des pyramides, répondant à la ceinture d'Orion et aux points cardinaux avec une rigueur presque parfaite. Était-ce le fruit d'un hasard ou le signe que les bâtisseurs possédaient en âne des connaissances héritées d'un passé encore plus lointain?
La théorie selon laquelle les pyramides existeraient avant l'âge glaciaire n'est pas une certitude, mais une invitation au doute. Elle réveille en nous une autre manière de regarder l'histoire, non comme une ligne continue, mais comme une série de couches superposées, dont certaines auraient été arrachées, englouties, puis oubliées. La glace, en avançant, aurait effacé les cités, remodelé les paysages, laissé derrière elles des pierres solitaires dont nous ne comprenons plus l'origine. Ce qui demeure fascinant, c'est la convergence entre certains indices géologiques et ces mythes universels. Le climat de l'Afrique du Nord fut autrefois verdoyant, traversé de fleuves, parsemé de lacs. Là où aujourd'hui s'étend le Sahara, des savanes florissantes s'épanouissaient. Les peintures rupestres découvertes dans le Tassili témoignent de troupeaux et de scènes de vie, bien avant que le désert n'impose son règne. Si les pyramides ont réellement connu ces temps humides, alors leur mémoire s'étend bien au-delà de ce que nous imaginons. Mais pourquoi aurions-nous perdu trace d'une telle civilisation ? La réponse pourrait résider dans la fragilité des cultures humaines face aux cataclysmes. Les villes côtières auraient disparu sous les eaux, lorsque les glaces fondirent, faisant monter les mers de plus de 100 mètres. Les archives, faites de papyrus, de bois ou d'argile, n'auraient pas survécu. Seules les pierres monumentales, pensées pour défier l'éternité, auraient traversé le gouffre du temps. La présence de monuments gigantesques dans d'autres parties du monde vient renforcer cette hypothèse troublante. Les temples de Gunung Padang en Indonésie, les structures englouties au large du Japon à Yonaguni, ou encore les mégalithes de Göbekli Tepe en Anatolie, datés de plus de 11 000 ans, dessinent une trame où l'humanité semble avoir bâti bien avant ce que nous croyons possible. Peut-être que les pyramides égyptiennes appartiennent à cette même constellation de vestiges, survivant d'une mémoire plus ancienne que l'histoire officielle. Dans ce paysage d'incertitude, une certitude demeure. Les pyramides nous échappent. Plus nous les étudions, plus elles paraissent qu'à se dérober, comme si leur énigme était volontaire. Elles ne livrent que des fragments de réponses, laissant place au doute, au silence, à l'intuition. Elles nous rappellent que notre savoir est toujours fragile, provisoire, et que l'horizon du passé s'étend plus loin que nous ne pouvons l'imaginer. À l'ombre des monuments oubliés, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire de manière définitive, mais d'admettre que nous marchons parmi des ruines dont la mémoire est plus vaste que nos livres. Peut-être que ces blocs de pierre, usés par des pluies disparues, sont les derniers échos d'un monde effacé par la glace. Et dans ce silence, les pyramides continuent de se dresser, comme une énigme adressée à ceux qui osent écouter. Sous la surface tranquille des mers, il existe des reliefs qui n'appartiennent pas seulement à la géologie. Des marches régulières, des avenues rectilignes, des blocs superposés comme des fondations oubliées. La plupart du temps, les cartes marines les notent comme accidents rocheux. Mais pour l'œil attentif, pour celui qui ose s'attarder, certaines structures évoquent davantage l'intention humaine qu'un caprice des courants ou de la lave refroidie. C'est dans cet entre-deux, entre science prudente et intuition persistante, que naît l'idée des cités englouties. Des villes bâties il y a si longtemps qu'aucune mémoire humaine n'a pu les transmettre, effacées par les eaux, invisibles pour des millénaires, puis soudain révélées par un plongeur, un sonar ou un tremblement de terre qui déplace les sédiments. Depuis toujours, les océans recèlent de récits perdus. Les mythes parlent régulièrement de terres non submergées, de royaumes engloutis pour leur orgueil, de continents qui sombraient sous la fureur des dieux. Mais il suffit de regarder les cycles naturels pour deviner qu'aucun cataclysme divin n'était nécessaire. À la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, le niveau des mers s'est élevé de plus de 100 mètres. Des continents entiers de rivages, des plaines côtières fertiles, des vallées habitées ont été avalées. Ce que l'on appelle aujourd'hui le plancher océanique fut peut-être hier le sol de villes, de sanctuaires, de marchés, aujourd'hui inaccessible sous des dizaines de mètres d'eau salée. Certaines découvertes renforcent cette impression. Au large du Japon, près de l'île de Yonaguni, gît une structure que les plongeurs appellent parfois la pyramide sous-marine. De vastes terrasses, des escaliers abrupts, des plateformes qui semblent sculptées, se dressent dans la pénombre aquatique. Les géologues orthodoxes parlent d'érosion naturelle, façonnée par les courants et les fractures de la roche. Pourtant, certains chercheurs y voient l'œuvre d'un peuple ancien, dont la mémoire aurait été engloutie. Ce débat dure depuis des décennies, chaque camp accusant l'autre d'excès d'imagination ou de rigidité aveugle. Mais pour celui qui descend parmi les pierres massives, l'impression demeure troublante.
La mer semble garder un secret, une architecture figée dans l'eau sombre. Plus loin, en Inde, les plongeurs explorant la baie de Cambay ont découvert d'immenses formations au sonar, des alignements qui ressemblent à des rues et des murs. Des artefacts, outils, fragments de poterie furent rapportés suggérant une présence humaine il y a plus de 9000 ans, bien avant les premières cités officiellement reconnues de Mésopotamie. Là encore, la prudence académique tempère l'enthousiasme. Analyse de contestée, datations incertaines. Mais même lorsque l'on retranche le doute, il reste cette image persistante, une plaine qui, jadis, abritait peut-être un peuple, aujourd'hui gisant sous les flots. Les légendes locales viennent parfois renforcer ces intuitions. Dans l'Atlantique, des pêcheurs des Açores parlent depuis longtemps de pierres dressées au fond de l'eau, comme les restes d'anciennes routes. Dans la Méditerranée, près de l'île de Malte, on distingue des sillons profondément creusés dans le calcaire, que certains interprètent comme des traces de chars ou de traîneaux, vestiges d'un trafic oublié. Ces marques disparaissent dans la mer, comme si une cité entière avait été engloutie par l'avancée des eaux. Les habitants parlent d'un pays perdu, que la mer aurait avalé, mémoire transmise de génération en génération. Ces cités englouties, qu'elles soient réelles ou illusoires, ont un pouvoir particulier. Elles dérangent. Elles rappellent que l'histoire n'est pas figée, qu'elle peut être bousculée par une simple découverte au fond de l'océan. Elles nous obligent à considérer que les peuples anciens étaient peut-être plus nombreux, plus organisés et plus ingénieux que nous l'imaginons, car bâtir près de la mer a toujours été un instinct humain. Les fleuves, les ports, les rivages nourrissent les échanges et favorisent la prospérité. Mais c'est aussi s'exposer au risque des eaux montantes, aux raz-de-marée, aux séismes. Alors combien de villes avons-nous perdues sous les vagues et combien dorment encore, intactes, sous des couches de sable et de corail? L'inquiétude vient de ce que nous savons déjà. Notre planète est mouvante. Le plancher marin se déplace, les plaques tectoniques s'affrontent, les volcans engloutissent dans des terres entières. Santorin conserve le souvenir d'une éruption qui dévasta les civilisations égéennes. L'Atlantide de Platon pourrait bien n'être que la mémoire de ce cataclysme, une île florissante disparue dans le feu et l'eau. Les géologues confirment que des événements de cette ampleur se produisent, assez rares pour sembler légendaires, mais assez fréquents pour avoir marqué la mémoire collective de l'humanité. Peut-être les cités englouties ne sont-elles que le visage oublié de ces désastres, fossilisés dans les récits mythiques. Et si les ruines sous-marines devaient s'avérer authentiques, qu'est-ce que cela signifierait? Cela voudrait dire que l'humanité civilisée a commencé bien plus tôt que ce que nous croyons, que des cités existaient avant l'invention de l'écriture, avant les grandes dynasties, avant même l'idée que l'homme pouvait bâtir autre chose que des huttes et des villages. Cela voudrait dire qu'une mémoire entière, des millénaires de savoir, s'est dissoute dans les océans. Un monde effacé, dont il ne reste que des rumeurs, des vestiges et des ombres discernées par les sonars modernes. La difficulté était que la mer protège et détruit à la fois. Elle conserve dans son obscurité des objets qui, hors de l'eau, se seraient décomposés depuis longtemps. Mais elle les cache derrière ses flots, rendant leur accès périlleux. Chaque plongée, chaque exploration coûte cher et demande un effort colossal. Ainsi, de nombreuses zones du plancher océanique n'ont jamais été cartographiées avec précision. Les abysses demeurent presque aussi mystérieux que les étoiles. Il est alors facile d'imaginer que des cités entières dorment encore, invisibles, attendant qu'un jour les techniques modernes puissent les dévoiler. Mais il y a aussi le refus. Car admettre l'existence de cités englouties trop anciennes, trop sophistiquées, reviendrait à réécrire l'histoire. Les archéologues officiels hésitent, non pas par mauvaise volonté, mais parce qu'un tel changement remettrait en cause des décennies de savoirs établis. La science avance par certitudes successives, et chaque certitude doit être défendue jusqu'à ce que la preuve devienne irréfutable. Alors, les rumeurs des plongeurs, les cartes sonars intrigantes, les photographies de flottes de blocs sous-marins restent confinées aux marges, aux revues spécialisées, aux passionnés solitaires. Pourtant, la question persiste, obstinée. Et si ces cités n'étaient pas un mirage? Les eaux, elles, ne répondent pas. Elles gardent leur silence, leur danse d'algues et de poissons entre des colonnes peut-être sculptées. Mais parfois, à travers le masque d'un plongeur, une silhouette surgit. Une arche brisée, une marche usée, une place qui n'appartient plus à personne. Alors, dans ce moment suspendu, l'océan ressemble à une bibliothèque scellée, dont chaque page est une pierre posée par des mains humaines disparues.
Les cités englouties sont peut-être invisibles pour l'histoire officielle, mais elles demeurent vivantes pour l'imagination, pour la mémoire instinctive de l'espèce. Car au-delà des preuves, il reste l'intuition que l'homme n'est pas le premier à rêver de grandeur et qu'avant nos empires, d'autres empires s'élevèrent, aujourd'hui avalés par la mer. Il existe des fragments de mémoire qui ne se trouvent pas dans la pierre, mais sur le papier jauni, sur les parchemins usés, dans des atlas hérités d'époques lointaines. Parmi eux, certaines cartes anciennes intriguent par leur précision inexplicable, comme si leurs auteurs avaient eu accès à une connaissance disparue. Dans les bibliothèques, dans les archives, reposent des documents qui semblent défier le temps, révélant des rivages et des continents tels qu'ils étaient avant que les mers n'engloutissent leurs contours. La plus célèbre de ces cartes est sans doute celle de Piri Reis, amiral ottoman du XVIe siècle. Tracée sur une peau de gazelle en 1513, elle représente avec une exactitude troublante la côte occidentale de l'Afrique, le littoral oriental de l'Amérique du Sud, et une terre mystérieuse vers le sud, que beaucoup identifient comme l'Antarctique. Ce qui trouble davantage encore, c'est que cette région apparaît sans glace, révélant des détails de côte aujourd'hui enfouis sous plusieurs kilomètres d'Inlansis. Or, la dernière fois que ces rivages furent libres de glace remonte à plus de 10 000 ans, à l'époque où les calottes glaciaires se retiraient lentement. Comment un cartographe du XVIe siècle aurait-il pu dessiner ce qu'aucun de ses contemporains n'avait jamais vu ? Piri Reis lui-même explique dans ses annotations qu'il s'est appuyé sur des cartes plus anciennes, héritées de sources grecques, arabes, peut-être égyptiennes. Ces documents disparus, fragments d'une tradition plus vaste, auraient un contenu des savoirs que l'on croyait perdus depuis l'Antiquité. Si tel est le cas, ces cartes seraient les échos d'une mémoire encore plus ancienne, conservée à travers des transmissions obscures. L'hypothèse qui en découle est vertigineuse. Peut-être que des civilisations, bien avant l'histoire que nous connaissons, avaient déjà exploré, cartographié et enregistré les contours du monde. Les pyramides, dans cette perspective, ne seraient pas isolées, mais appartiendraient à un ensemble de connaissances globales partagées entre des peuples dont nous avons oublié l'existence. D'autres cartes, moins connues, viennent renforcer cette intuition. La carte d'Orontes Finaeus, datée de 1531, représente elle aussi l'Antarctique, avec des rivières, des montagnes et un tracé des côtes libres de glace. La précision est telle que certains chercheurs y voient la preuve qu'elle s'appuie sur des sources extrêmement anciennes. De même, la carte de Buach, au XVIIIe siècle, évoque des terres englouties dans l'Atlantique, dessinant l'ombre d'une masse continentale qui rappelle étrangement les légendes de l'Atlantide. Ces anomalies cartographiques s'alignent avec les découvertes géologiques. On sait que le niveau des mers a considérablement varié au fil des âges. Durant la dernière glaciation, les océans étaient jusqu'à 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Des côtes entières, des plaines, des deltas où des peuples pouvaient s'être installés sont désormais invisibles, engloutis sous les vagues. Le monde d'alors était très différent du nôtre. L'Angleterre faisait encore partie du continent européen, relié par des terres fertiles que l'on appelle aujourd'hui Doggerland. L'Asie et l'Amérique étaient reliées par le pont de Bering, vaste couloir de migration. L'Inde et le Sri Lanka n'étaient pas séparés par la mer, mais reliés par une bande de terre. Si les cartes anciennes montrent des rivages engloutis, il se pourrait qu'elles soient les vestiges de connaissances accumulées avant cette montée des eaux. Les civilisations côtières, détruites par les inondations, auraient laissé derrière elles des traditions orales, des récits le transformés en mythes et, parfois, peut-être, des cartes transmises à travers les siècles. La mémoire des côtes englouties traverse les cultures. Dans les récits indiens, on parle de la cité de Dwarka, submergée par les flots. Dans les mythes celtiques, on raconte Is, ville splendide avalée par l'océan. Les Grecs, eux, ont chanté l'Atlantide, île prospère disparue dans les abîmes. Même dans les traditions amérindiennes, on retrouve des récits de terres perdues sous les eaux. Ces concordances Google suggèrent que la montée des mers a marqué profondément la conscience des peuples et que le souvenir de ces catastrophes a survécu, sous des formes différentes, aux destructions. Les côtes englouties là ne sont pas seulement des images de légende, elles existent réellement et certaines commencent à être redécouvertes. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, des structures ont été repérées à plus de 40 mètres sous l'eau. Datées de plusieurs millénaires, elles évoquent l'existence d'établissements humains bien plus anciens que ceux que l'histoire officielle accorde à cette région.
Au Japon, au large de Yonaguni, un plateau rocheux taillé en forme géométrique soulève lui aussi la question d'une architecture engloutie. Dans la mer du Nord, des traces de forêts, de villages, de chasseurs-cueilleurs sont enfouies sous la vase. Chaque découverte est comme une pièce ajoutée à un puzzle immense, révélant qu'une partie de notre passé repose désormais sous les flots. Alors, comment ne pas faire le lien entre ces terres englouties et les monuments qui survivent encore, comme les pyramides ? Peut-être qu'elles appartiennent à une même trame, un réseau de civilisations anciennes, établies au bord des mers, détruites par les bouleversements climatiques dont seules quelques pierres colossales ont résisté au cataclysme. Les cartes anciennes deviennent alors des témoins d'un monde oublié. Elles ne sont pas de simples curiosités, mais des archives dérangeantes qui révèlent des vérités incompatibles avec la chronologie officielle. Pourquoi des cartes du XVIe siècle décriraient-elles des côtes invisibles à leurs auteurs ? Pourquoi ces détails correspondraient-ils si bien aux relevés modernes effectués grâce à des satellites et à des sondes ? La réponse rationnelle voudrait que ce soit des coïncidences, des erreurs d'interprétation. Mais le doute persiste, car ces coïncidences se multiplient alors. On imagine alors des navigateurs préhistoriques sillonnant les océans, cartographiant les continents, laissant des archives qui, de génération en génération, ont fini par se retrouver dans les mains des cartographes de la Renaissance. Ces navigateurs appartiendraient à une humanité que nous ne connaissons pas, mais dont les traces se glissent dans les marges de nos propres cartes. Il est aussi possible que ces documents proviennent de centres de savoir disparus. Les bibliothèques antiques, comme celle d'Alexandrie, abritaient peut-être des manuscrits bien plus anciens, hérités de civilisations oubliées. La destruction de ces bibliothèques aurait effacé une partie considérable de la mémoire du monde, laissant seulement quelques fragments survivre dans des traditions secondaires. Ainsi, les cartes anciennes deviennent un langage muet, un murmure d'un temps où les côtes étaient indifférentes, où les mers n'avaient pas encore envahi les plaines. Elles sont des fenêtres entr'ouvertes sur un monde englouti, un monde dont les pyramides pourraient être les derniers phares. Car si les bâtisseurs de ces monuments connaissaient le ciel avec une telle précision, pourquoi n'auraient-ils pas aussi connu la Terre dans sa totalité ? La géographie et l'astronomie se rejoignent dans cette énigme. Les monuments de pierre, alignés sur les étoiles, semblent participer à une même logique de connaissance globale. Les cartes anciennes, elles, révèlent que cette logique s'étendait aussi aux océans. Ensemble, elles dessinent une image d'un savoir universel, perdu, dont il ne reste que des vestiges. Sous les sables et sous les mers, les côtes englouties attendent que nous les retrouvions. Chaque découverte trouble un peu plus notre certitude que l'histoire commence il y a seulement 5000 ans. Peut-être qu'elle plonge ses racines dans un passé plus vaste, un passé dont les cartes anciennes sont les ultimes échos. Dans les marges de l'histoire, il existe une idée qui persiste, fragile mais insistante, celle de civilisation disparue, trop ancienne pour être contenue dans nos chronologies officielles. Les pyramides, immobiles et immenses, semblent parfois appartenir à ce récit enfoui. Et si elles n'étaient pas seulement les créations de l'Égypte dynastique, mais les héritages d'un monde antérieur, balayé par le temps et par la glace. Les mythes, les traditions et certains indices archéologiques suggèrent que l'humanité pourrait avoir connu des phases d'élévation oubliées, suivies d'effondrements radicaux. Dans cette perspective, l'histoire n'est pas une progression linéaire, mais une succession de cycles. Des civilisations s'élèvent, atteignent des sommets de connaissances, puis disparaissent, laissant derrière elles seulement des ruines et des énigmes. Göbekli Tepe, en Anatolie, est l'un des exemples les plus troublants de ce modèle. Daté de plus de 11 000 ans, ce site monumental précède l'invention de l'agriculture et de la poterie. Pourtant, il présente des piliers massifs, décorés de reliefs complexes, alignés selon des logiques symboliques et astronomiques. Sa simple existence défie nos catégories. Comment des chasseurs-cueilleurs, censés vivre dans des abris temporaires, auraient-ils pu concevoir et ériger une telle structure ? Et surtout, pourquoi l'avoir volontairement enfouie sous la terre, comme pour la protéger de l'oubli ou sceller un héritage destiné à survivre ? Ce mystère n'est pas isolé. À travers le monde, des traces émergent de civilisations qui semblent avoir existé bien avant les premières grandes cultures connues. Les sites engloutis, comme Yonaguni au Japon, révèlent des formations qui ressemblent à des terrasses, des escaliers, des routes taillées dans la pierre, enfouies sous l'océan. Dans le golfe de Cambay, au large de l'Inde, des structures ordonnées, couvertes de sédiments datés de plusieurs millénaires, témoignent peut-être de cités perdues.
Ces fragments esquissent une image d'une humanité capable de bâtir à grande échelle, puis brutalement effacée par la montée des eaux. La possibilité de civilisation disparue trouve un écho dans les traditions orales. Chez les Mayas, il est une question de cycle du monde, de destruction successive par l'eau, le feu ou les tremblements de terre. Dans l'Inde ancienne, les textes védiques parlent d'âges successifs, de yuga, où l'humanité naît, prospère puis dégénère avant de renaître à nouveau. Les Grecs racontaient l'Atlantide, cité florissante engloutie en une seule nuit. Derrière la diversité de ces récits, une idée commune se dessine. L'histoire de l'humanité est ponctuée de pertes radicales, et nous vivons seulement dans l'un de ces renaissances. Si de telles civilisations ont réellement existé, pourquoi n'avons-nous retrouvé que si peu de traces ? La réponse réside peut-être dans la fragilité des preuves. La plupart des matériaux disparaissent en quelques millénaires. Le bois pourrit, les métaux s'oxydent, les fibres se désagrègent. Les villes côtières, où les sociétés prospérant le plus souvent, sont particulièrement vulnérables. Lorsque la dernière glaciation a pris fin, les mers ont englouti d'immenses territoires, effaçant tout ce qui s'y trouvait. Ce qui nous reste, ce sont les structures les plus résistantes, celles faites de pierres colossales, conçues pour durer. Dans ce contexte, les pyramides prennent une autre dimension. Elles ne seraient pas seulement des tombeaux, mais des monuments de survie, construits pour défier le temps et conserver une mémoire au-delà des cataclysmes. Leur gigantisme, leur précision, leur orientation astronomique pourraient être compris comme les traces d'un savoir hérité d'une humanité plus ancienne, qui avait déjà observé les étoiles, déjà compris les cycles du ciel et de la terre. Certaines hypothèses vont encore plus loin, suggérant que ces civilisations disparues auraient possédé une science différente de la nôtre, une maîtrise des forces naturelles que nous avons oubliées. Les mégalithes de Stonehenge, les géoglyphes de Nazca, les statues de l'île de Pâques s'inscrivent dans cette constellation d'énigmes. Aucun de ces sites ne suffit à lui seul à prouver l'existence d'un âge d'or perdu, mais leur accumulation dessine une cartographie troublante, des traces éparses disséminées à travers le globe, reliées par un fil invisible. Les sceptiques y voient dans cette hypothèse une illusion, une projection de notre désir de mystère. Mais il est difficile d'ignorer les anomalies. Pourquoi retrouve-t-on partout sur la planète des monuments cyclopéens, souvent orientés selon les astres, bâtis par des peuples que l'on dit primitifs ? Pourquoi ces structures témoignent-elles d'une connaissance avancée des mathématiques et de l'astronomie, bien avant l'apparition des civilisations historiques ? L'hypothèse des civilisations disparues ne prétend pas apporter des réponses définitives, mais elle invite à poser une autre question. Et si notre histoire n'était qu'un fragment d'une mémoire beaucoup plus vaste ? Et si les pyramides, loin d'être une exception, n'étaient en qu'un rappel, un phare allumé dans l'obscurité du temps pour indiquer qu'avant nous, d'autres ont marché sur la même terre, regardé le même ciel et construit avec la même ambition. Les recherches géologiques donnent un cadre possible à cette hypothèse. La fin de la dernière glaciation, entre 12 000 et 10 000 ans avant notre ère, fut marquée par des bouleversements climatiques radicaux. Des lacs géants se sont vidés brutalement, provoquant des déluges dévastateurs. Les températures ont varié de plusieurs degrés en quelques siècles. Des espèces entières ont disparu. Il est plausible que des sociétés humaines installées dans des régions fertiles aient été balayées par ces cataclysmes. Dans les mémoires de leurs survivants, ces destructions seraient devenues des mythes fondateurs, transmis de génération en génération. Certains chercheurs indépendants associent même les pyramides aux souvenirs de ces effondrements. Ils suggèrent donc que les monuments auraient été conçus non pas seulement comme des tombeaux, mais comme des archives de pierre, contenant dans leurs proportions et leurs alignements des informations codées sur le ciel et la terre. Dans cette lecture, chaque dimension, chaque angle, chaque orientation devient un message adressé à l'avenir. Le monument se transforme alors en un langage intemporel, un pont entre des âges éloignés. Qu'il s'agisse d'une spéculation ou d'une intuition, l'idée de civilisation disparue s'entend trouble parce qu'elle déplace notre regard. Elle nous rappelle que notre monde moderne n'est pas nécessairement unique, qu'il a peut-être été précédé par d'autres tentatives, d'autres cultures, d'autres rêves. Peut-être que nous ne sommes pas les premiers à lever des pierres vers le ciel, ni les premiers à croire que notre savoir nous protégera du temps. Ce qui rend cette hypothèse fascinante n'est pas seulement l'éventualité d'un âge oublié, mais la manière dont elle nous invite à écouter autrement les pierres et les mythes.
chaque pyramide, chaque site englouti, chaque fragment de carte ancienne devient alors une question posée à notre mémoire collective. Et dans ces questions, c'est l'ombre d'un passé invisible qui continue de vibrer, discret mais tenace. Depuis toujours, l'homme lève les yeux vers le ciel. Dans l'obscurité de la nuit, les étoiles se dressent comme un plafond de lumière immuable, rappelant l'éternité au cœur de l'éphémère. Les pyramides, elles aussi, semblent se tourner leur regard vers ces constellations, comme si leur architecture avait été conçue pour dialoguer avec les astres. Leur masse terrestre s'ancre dans le désert, mais leur orientation trahit une obsession céleste. Les chercheurs ont souvent noté l'alignement troublant des 3 grandes pyramides de Gizeh avec les étoiles de la ceinture d'Orion. Cette correspondance, d'une précision étonnante, ne peut guère être attribuée au hasard. Pourquoi des bâtisseurs, il y a plusieurs millénaires, auraient-ils choisi de disposer ces monuments colossaux selon le tracé d'une constellation ? La réponse pourrait résider dans le rôle sacré des étoiles pour les civilisations anciennes. Orion, dans la tradition égyptienne, était associé à Osiris, dieu de la mort et de la résurrection. En alignant les pyramides avec sa ceinture, les bâtisseurs auraient inscrit leur œuvre dans un cycle cosmique. La pierre devenait le miroir terrestre d'un ordre céleste. Mais au-delà de cette symbolique religieuse, il se cache peut-être autre chose. Un témoignage silencieux, une manière de graver dans la terre un message destiné à survivre au siècle. Les Égyptiens n'étaient pas les seuls à lier leurs monuments aux étoiles. À travers le monde, on retrouve cette obsession. Les temples mayas de Chichen Itza sont orientés de manière à capter les jeux d'ombre et de lumière lors des équinoxes. Les alignements de Stonehenge marquent les solstices. À Teotihuacan, au Mexique, les pyramides s'organisent selon un plan qui reflète aussi la position d'Orion. Cette récurrence renaîtra à travers des cultures séparées par des océans et des millénaires soulève une question troublante. S'agissait-il d'un langage universel, partagé par une humanité plus ancienne que ce que nous croyons ? La voûte céleste, immuable à l'échelle humaine, devient alors une archive. Les étoiles se déplacent lentement dans le ciel à cause de la précession des équinoxes, un cycle d'environ 26 000 ans. Les anciens bâtisseurs auraient pu en être conscients. Si les pyramides reflètent la position des étoiles telle qu'elle était il y a plus de 10 000 ans, alors cela signifierait que leurs concepteurs connaissaient ce phénomène, bien avant qu'il ne soit redécouvert par l'astronomie moderne. Certains chercheurs affirment que l'alignement parfait avec Orion ne correspond pas à 2500 avant notre ère, mais à une époque bien plus reculée, vers 10 500 avant notre ère, période marquée par de grands bouleversements climatiques. Cela ouvre une perspective vertigineuse. Les pyramides pourraient en être le témoignage d'un savoir astronomique transmis par une civilisation disparue ayant observé le ciel des millénaires plus tôt. Dans cette hypothèse, les étoiles seraient devenues non seulement des repères religieux, mais aussi des marqueurs temporels, des horloges cosmiques destinées à inscrire dans la pierre une mémoire que l'homme ne pourrait oublier. Cette idée trouve un écho dans d'autres cultures. Les Dogons du Mali, par exemple, possédaient une connaissance précise du système de Sirius, étoile brillante voisine d'Orion. Ils savaient qu'elle ait été accompagnée d'une étoile invisible à l'œil nu, Sirius B, dont l'existence ne fut confirmée par l'astronomie occidentale qu'au XXe siècle. Comment un peuple isolé, sans instruments modernes, aurait-il pu obtenir cette information ? Certains suggèrent qu'il s'agit d'un héritage lointain, transmis depuis des temps immémoriaux. De même, dans les traditions védiques de l'Inde, les textes parlent de cycles cosmiques de milliers, voire de millions d'années. Ces écrits décrivent des mouvements célestes avec une exactitude qui surprend encore les chercheurs. Dans les Andes, les Incas associaient les constellations non seulement aux étoiles brillantes, mais aussi aux espaces sombres de la Voie lactée, dessinant des formes invisibles pour nous, mais présentes dans leur cosmologie. Partout, les étoiles apparaissent comme les véritables témoins silencieux, conservant la mémoire d'un savoir universel. Le lien entre les pyramides et le ciel ne se limite pas à Orion. Les orientations cardinales des monuments de Gizeh sont d'une précision remarquable. Leurs côtés sont presque parfaitement alignés avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pour obtenir une telle exactitude, il aurait fallu des instruments d'observation avancés ou une connaissance profonde du ciel. Or, selon l'histoire officielle, les Égyptiens de l'Ancien Empire ne disposaient pas de ces outils. Cela suggère que ce savoir fut transmis ou qu'il appartenait à une tradition bien plus ancienne. Dans cette perspective, les pyramides deviennent
une forme de carte céleste, une réplique terrestre du ciel. Elles ne se contentent pas de représenter, elles incarnent. La pierre devient l'écho de la lumière, et l'architecture devient un langage pour inscrire dans le monde matériel l'ordre cosmique. Le désert, vaste et silencieux, offrait le cadre parfait pour cette transcription. Un horizon pur, un ciel dégagé, où chaque étoile brillait comme une flamme immobile. On peut alors se demander si ces monuments ne furent pas conçus pour traverser les cycles d'effondrement et de renaissance. Lorsque tout est effacé, les villes, les livres, les cultures fragiles, il reste les étoiles et les pierres. En reliant les deux, les bâtisseurs auraient laissé un message indestructible, un fil invisible entre le ciel et la terre. Ceux qui viendraient après, même dans des millénaires, pourraient pas enlever les yeux et comprendre que ces structures n'étaient pas de simples tombeaux, mais des archives du cosmos. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette idée, que les étoiles soient prendre la seule mémoire fiable et que les hommes aient tenté de les graver dans la pierre pour résister à l'oubli. Cela donne aux pyramides une dimension mélancolique. Elles ne célèbrent pas seulement le pouvoir des pharaons, elles incarnent peut-être le dernier cri d'une civilisation disparue, un appel lancé à travers le temps pour dire « Nous avons regardé le ciel, nous avons compris et voici notre trace ». Même aujourd'hui, malgré nos instruments puissants, nos télescopes, nos satellites, le ciel garde son mystère. Les étoiles que nous croyons connaître nous échappent toujours. Leur lumière nous parvient après des milliers d'années, comme des messages anciens qui voyagent à travers l'obscurité. Elles sont, à leur manière, des archives silencieuses du passé. Et peut-être que les pyramides, en s'alignant sur elles, cherchent à nous rappeler cette évidence. Notre histoire est aussi écrite dans les cieux. Dans le désert, la nuit tombe avec une clarté presque irréelle. L'air sec laisse apparaître des myriades d'étoiles, bien plus nombreuses que dans nos villes modernes voilées de lumière artificielle. Contempler le plateau de Gizeh sous ce ciel nocturne, c'est ressentir le même vertige que les anciens bâtisseurs. Entre la Terre et les étoiles, il n'y a plus de distance, seulement un dialogue muet. Les pyramides, massettes sombres contre la voûte étoilée, ressemblent alors à des prolongements de cette immensité. Elles sont les témoins d'un savoir enfoui, mais aussi les relais d'une mémoire cosmique qui, malgré tout, continue de vibrer au-dessus de nous. Les pierres immobiles en apparence conservent pourtant les cicatrices du temps. Elles sont les archives silencieuses de ce qui a été, témoins patients des climats, des tempêtes et des pluies disparues. Et sur les monuments de Gizeh, ces cicatrices intriguent, car elles racontent une histoire différente de celle qu'enseignent les chronologies classiques. L'érosion, en particulier, semble murmurer un récit où l'eau a joué un rôle que le désert actuel ne peut expliquer. Le sphinx, sculpté dans la roche même du plateau, est au cœur de ce mystère. Son corps allongé, son visage abîmé, portent des traces qui, pour certains chercheurs, ne peuvent s'en provenir uniquement du vent et du sable. Les rainures verticales qui marquent son flanc ressemblent à des sillons creusés par des pluies intenses, tombant pendant des siècles, voire des millénaires. Mais ces pluies, selon les géologues, n'ont pas arrosé le plateau de Gizeh depuis la fin de la dernière période humide, il y a environ 10 000 ans. Si le sphinx présente réellement une érosion hydrique, cela impliquerait qu'il a été façonné bien avant l'époque des pharaons, à une époque où le climat de l'Afrique du Nord était verdoyant, traversé de rivières et de lacs. Cette idée bouscule tout. Elle ferait du sphinx l'un des monuments les plus anciens du monde et suggérerait que la civilisation capable de l'ériger existait déjà au temps où les glaciers recouvraient encore une partie du globe. Les pyramides elles-mêmes portent des marques similaires. Certaines pierres de calcaire sur leur base montrent des fissures et des usures qui évoquent le contact prolongé avec l'eau. Les cours, autrefois dégagés, présentent des affaissements et des traces qui ne peuvent être expliquées uniquement par l'action des vents du désert. Ces indices renforcent l'hypothèse d'une construction ou d'une occupation bien plus ancienne, dans un contexte climatique très différent. Il faut alors imaginer l'Égypte sous un autre visage. Non pas un désert aride, mais une terre fertile, où des pluies régulières nourrissaient la végétation. Le Sahara lui-même, aujourd'hui immense étendue minérale, était alors une savane parcourue par des troupeaux. Des fresques rupestres du Tassili Nadjer, en Algérie, montrent des scènes de chasse, des girafes, des éléphants, des danseurs, témoins d'une époque où le désert était un jardin. Si les pyramides existaient même déjà, elles se seraient dressées au cœur de ce monde verdoyant, leurs pierres ruisselantes sous des pluies disparues. L'érosion devient alors une mémoire de l'eau. Chaque fissure, chaque rainure, chaque arrondi dans la pierre est comme une ligne écrite dans une langue que seuls les géologues savent lire.
ces lignes nous disent que le temps des pyramides pourrait être bien plus vaste que ce que nous pensions. Elles suggèrent que ces monuments ne sont pas simplement les créations d'un royaume pharaonique, mais les survivants d'une ère plus ancienne, effacée par le retour de l'aridité. Cette idée trouve un parallèle dans d'autres sites. À Baalbek, au Liban, d'énormes blocs de pierre, pesant des centaines de tonnes, présentent des signes d'usure qui semblent antérieurs aux civilisations connues. Au Pérou, à Sacsayhuaman, les murs cyclopéens portent des traces étranges, comme si la pierre avait été ramollie par une force inconnue. Partout, la pierre conserve une mémoire qui défie les explications simples. L'eau, le vent, les mouvements de la terre deviennent des témoins silencieux, inscrivant dans la matière des récits que nous peinons à traduire. Le sphinx en particulier devient une énigme centrale. Si son érosion est réellement due à l'eau, alors il ne peut appartenir uniquement à l'ancien empire égyptien. Il serait le témoin d'une tradition plus ancienne, dont les pharaons n'auraient en été que les héritiers. Certains chercheurs pensent même que son visage a été retaillé, qu'il a pu représenter autre chose avant d'être sculpté à l'image d'un souverain. Peut-être que son corps léonin existait déjà depuis des millénaires, gardien silencieux d'un savoir disparu, et que seul son visage a été adapté aux dynasties plus récentes. Si l'on accepte cette hypothèse, alors les pyramides et le sphinx ne sont pas seulement des monuments isolés. Ils forment un complexe qui aurait survécu aux bouleversements climatiques, aux déluges, aux transitions de l'Holocène. Ils seraient comme les fragments visibles d'un monde effacé, un monde où les hommes bâtissaient déjà avec une ambition colossale. Cette mémoire de l'eau n'est pas seulement scientifique, elle résonne avec les mythes du déluge présents dans tant de cultures. La Bible raconte celui de Noé, mais d'autres traditions parlent des mêmes inondations. En Mésopotamie, le mythe d'Utnapishtim, en Inde, celui de Manu sauvé par un poisson divin. Chez les peuples autochtones d'Amérique, des récits de grandes vagues qui engloutirent les terres. Tous parlent d'une humanité menacée par l'eau, sauvée de justesse, contrainte de recommencer. Ces récits universels trouvent un écho troublant dans les cicatrices hydriques gravées dans la pierre. Il se peut que l'eau, destructrice et bienfaitrice, ait marqué à jamais la mémoire humaine. Les pyramides, érodées, deviennent alors des reliques de ce souvenir collectif. Elles sont la preuve matérielle d'un temps où le ciel pleuvait sans cesse sur une terre qui n'était pas encore désertique. Leur surface abîmée n'est pas un défaut, mais une signature, un rappel que le climat change, que le monde se transforme, et que même les monuments les plus solides portent en eux la fragilité du temps. Dans cette perspective, l'érosion devient un langage. Elle nous dit que l'histoire officielle, datée et ordonnée, ne suffit pas à expliquer la réalité de la pierre. Elle nous oblige à envisager d'autres chronologies, d'autres civilisations, d'autres contextes. Elle invite à l'humilité. Ce que nous croyons savoir n'est peut-être qu'une approximation, une lecture incomplète d'un récit gravé dans la matière. Le désert d'aujourd'hui, avec ses vents secs et ses sables, semble nier cette mémoire aquatique. Mais il ne faut pas se laisser tromper par son apparence. Sous les dunes, des nappes fossiles persistent, traces d'anciens fleuves souterrains. Des carottes géologiques révèlent des dépôts lacustres confirmant qu'autrefois, le Sahara était parcouru d'eau abondante. Le climat de la Terre n'est pas immobile. Il oscille, il respire, il bouleverse. Les monuments, eux, restent, mais se couvrent de cicatrices témoignant de ce passage du verre au désert. Les pyramides, le sphinx et d'autres sites mégalithiques deviennent ainsi des témoins de ces transformations. Ils ne sont pas seulement des œuvres humaines, ils sont les archives de la terre elle-même, inscrites dans la pierre. Leurs fissures, leurs rainures, leurs usures sont les paragraphes d'un récit géologique qui dépasse les chroniques humaines. Lorsque l'on contemple le sphinx rongé par le temps, ou les blocs des pyramides fissurés, on perçoit cette profondeur. Ce ne sont pas de simples ruines, mais des miroirs du climat, des preuves que le monde a changé, que des cycles immenses traversent l'histoire. La mémoire de l'eau, inscrite dans la pierre, se mêle alors à la mémoire des hommes, créant un récit à la fois matériel et mythologique. Il est possible que l'humanité moderne ne soit que l'héritière inconsciente de ces bouleversements, que notre propre mémoire ait été effacée par les déluges. Mais les pierres demeurent, et dans leurs cicatrices, elles nous rappellent qu'avant le désert, il y eut des pluies, des rivières, des lacs, et peut-être une civilisation assez audacieuse pour ériger des monuments capables de survivre aux âges. Depuis les premières paroles échangées autour d'un feu, les mythes se sont transmis comme des graines de mémoire. Ils ne sont pas de simples récits pour distraire les générations. Ils contiennent souvent les vestiges d'événements trop anciens pour être conservés autrement. Dans les mythes,
Les peuples du monde ont inscrit leur mémoire de catastrophes, de naissances, usées de disparitions, enveloppées de symboles. Et peut-être que ces récits, lorsqu'ils parlent à colonne de déluge, de cités englouties, de dieux descendus du ciel ou de peuples disparus, sont des échos de véritables réalités historiques. La Bible raconte l'histoire de Noé, qui construit une arche pour sauver sa famille et les animaux d'un déluge divin. En Mésopotamie, bien avant ce texte, l'épopée de Gilgamesh évoque Utnapishtim, rescapé d'une inondation gigantesque envoyée par les dieux. Dans l'Inde védique, Manu est averti par un poisson sacré et construit lui aussi une arche pour survivre à un océan qui recouvre tout. En Amérique, des récits mayas, aztèques et hopis parlent également d'une grande eau qui détruisit l'ancien monde. En Polynésie, les traditions évoquent des terres avalées par les vagues. Ces histoires, venues souvent de continents éloignés, répètent toutes un même motif. L'humanité aurait connu une destruction aquatique universelle. Ces concordances madame frappantes ne peuvent être ignorées. Elles pourraient être la mémoire déformée d'un événement réel, la montée brutale des eaux à la fin de la dernière glaciation. Lorsque les calottes fondirent, les mers s'élevèrent de plus d'une centaine de mètres, engloutissant les côtes, noyant des plaines entières. Les populations installées au bord des océans durent fuir vers l'intérieur des terres, emportant avec elles le souvenir de la catastrophe. De génération en génération, ce souvenir s'est transformé en mythe, mais l'essence est demeurée. Un déluge a balayé un monde ancien. D'autres mythes évoquent non pas seulement des déluges, mais des civilisations entières disparues. Le récit le plus célèbre est celui de l'Atlantide, rapporté par Platon. Selon lui, une grande île située au-delà des colonnes d'Hercule abritait une civilisation avancée, prospère et puissante. Mais en une seule nuit, la terre trembla, la mer monta et l'Atlantide disparut. Beaucoup y voient une pure invention philosophique, une parabole inventée pour illustrer l'orgueil et la chute des empires. Pourtant, la précision des détails géographiques et la persistance de récits similaires dans d'autres cultures intriguent. Peut-être que Platon n'a fait que retranscrire, dans le langage de son temps, la mémoire d'une catastrophe beaucoup plus ancienne. Dans les traditions des peuples amérindiens, il est aussi question de continents engloutis. Certains récits des peuples d'Amérique du Nord parlent de « terres perdues à l'est d'où leurs ancêtres seraient venus ». Chez les Incas, on parle d'un peuple disparu avant eux qui aurait bâti les pierres de cyclopéennes de Cusco et de Tiahuanaco. Ces monuments, dont la taille et la précision défient encore notre compréhension, sont attribués à des bâtisseurs mystérieux, dont les Incas eux-mêmes disaient en tête n'être que les héritiers. L'Afrique n'échappe pas à ces traditions. Les Dogons au Mali racontent qu'ils ont reçu leur savoir des Nomos, des êtres venus d'un temps immémorial, liés aux étoiles. Les peuples du Sahara ont transmis des récits de terres verdoyantes disparues sous la sécheresse. Et les Égyptiens eux-mêmes parlaient d'un âge antérieur, régi par les dieux, avant que les pharaons ne montent sur le trône. Dans ces récits, on retrouve un fil rouge, l'idée d'un passé plus grand, plus ancien, détruit par des catastrophes naturelles, mais dont des fragments subsistent dans la mémoire des peuples. Les mythes deviennent alors des archives orales, conservées à travers les siècles, déformées mais jamais totalement effacées. Ils contiennent une vérité cachée qui attend d'être redécouverte. Les archéologues classiques considèrent souvent ces récits comme des fables, mais de plus en plus de chercheurs commencent à reconnaître que les mythes contiennent parfois une base historique. Les fouilles de Troie en sont un exemple. Longtemps considérée comme une invention poétique d'Homère, la ville s'est révélée réelle, enfouie sous des couches de terre. Si Troie existait, pourquoi pas d'autres cités mythiques? Pourquoi pas des civilisations englouties? Les mythes parlent aussi de savoirs transmis. Après les catastrophes, disent-ils, des survivants auraient apporté la connaissance aux nouveaux peuples. Des dieux civilisateurs apparaissent dans toutes les traditions. Quetzalcoatl chez les Aztèques, Viracocha chez les Incas, Oannes en Mésopotamie. Ces êtres, souvent décrits comme venus des mers, enseignent l'agriculture, l'écriture, l'astronomie. Peut-être étaient-ils des survivants de civilisations disparues, devenus légendaires dans la mémoire de ceux qui les rencontrèrent. Dans cette perspective, les pyramides pourraient être comprises non seulement comme des monuments religieux, mais comme des témoignages matériels de ces traditions. Elles seraient sans la mémoire gravée dans la pierre de ce que les mythes murmurent à travers les siècles. Elles reprendraient les savoirs transmis par des survivants d'un monde effacé, transformant des récits en architecture colossale.
Il est frappant de constater que les pyramides ne sont pas uniques à l'Égypte. Elles se retrouvent en Mésoamérique, en Chine, en Indonésie, au Soudan. Partout, des peuples très différents ont élevé des formes pyramidales, souvent liées au culte des ancêtres ou des dieux. Cette récurrence peut s'expliquer par la simplicité géométrique de la pyramide, mais elle peut aussi être comprise comme le signe d'une mémoire commune. Peut-être que le souvenir d'anciennes civilisations s'est disséminé, se réinventant à chaque époque, donnant naissance à ces architectures parallèles. Les mythes deviennent alors des fragments d'histoire que la science moderne commence à recoller. La géologie nous montre que des déluges ont réellement eu lieu. L'archéologie révèle des sites plus anciens que prévu. Les traditions orales confirment que les peuples ont conservé la mémoire de ces événements. Les pyramides, elles, offrent un ancrage matériel à ces récits. Elles prouvent qu'un savoir ancien a bien été transmis. Lorsque l'on écoute les mythes avec cette oreille, ils cessent d'être de simples contes. Ils deviennent des clés, des guides vers une histoire plus vaste. Leurs symboles, leurs dieux, leurs catastrophes sont des traductions imagées de réalités vécues. Et dans leurs échos, on perçoit la silhouette de civilisations disparues dont les pyramides pourraient être les derniers témoins. Ainsi, sous le voile des récits, apparaît une continuité, un monde ancien détruit, des survivants porteurs de savoir, des monuments colossaux dressés pour résister au temps et des mythes chargés de préserver la mémoire de ce qui fut. Les pierres, la parole et la mémoire se rejoignent dans une trame unique où l'histoire et la légende ne sont plus des contraires, mais des reflets l'un de l'autre. Il fut un temps où la Terre respirait autrement. Les continents étaient en partie recouverts d'une épaisse cuirasse blanche et l'air lui-même portait la morsure du froid. Les glaciers s'étendaient sur des milliers de kilomètres, façonnant les vallées, aplatissant les reliefs, ensevelissant les paysages. Cet âge glaciaire qui s'est achevé il y a un peu plus de 10 000 ans fut l'un des grands architectes de notre monde. Et si les pyramides existaient déjà à cette époque, alors elles auraient en contemplé ce visage radicalement différent de la Terre. Le maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, avait emprisonné des volumes immenses d'eau sous forme de glace. Les calottes polaires descendaient jusqu'au nord de l'Europe et jusqu'aux plaines d'Amérique. Le niveau des mers était si bas que des continents aujourd'hui séparés étaient alors reliés. L'Asie et l'Amérique formaient en tout un pont par le détroit de Bering. L'Australie et la Nouvelle-Guinée n'étaient en qu'une seule terre. La Grande-Bretagne faisait partie de l'Europe. Les rivages que nous connaissons n'existaient pas encore. À la place, de vastes plaines côtières s'étendaient, fertiles, accueillant sans doute des populations humaines dont les traces reposent désormais sous les océans. Si les pyramides existaient déjà, elles auraient vu un monde plus vaste, où les terres englouties, aujourd'hui formaient des foyers de vie. Peut-être que les peuples de cet âge avaient déjà bâti des cités côtières, des ports, des monuments. Lorsque la glace fondit, tout cela disparut sous les eaux, ne laissant derrière eux que les rares structures assez éloignées du littoral ou assez massives pour résister. Les pyramides, protégées par leur emplacement au cœur des terres, auraient enfin survécu, devenant des vestiges isolés d'une humanité engloutie. Les géologues parlent d'un épisode brutal, le Drias récent, survenu il y a environ 12 900 ans. En quelques décennies, le climat de la Terre bascula de nouveau vers le froid extrême, avant de se réchauffer rapidement. Certains chercheurs évoquent une catastrophe cosmique, l'impact de fragments de comètes qui auraient provoqué des incendies gigantesques, obscurci le ciel et déclenché un refroidissement planétaire. Cette période fut marquée par la disparition de nombreuses espèces, comme les mammouths ou les tigres à dents de sabre. Les populations humaines, fragilisées, durent migrer, s'adapter ou disparaître. Si les pyramides existaient déjà, elles furent les témoins silencieux de ce bouleversement. Leurs pierres immobiles auraient absorbé la morsure des vents glacés, regardé passer les troupeaux qui fuyaient, observé les cieux assombris par les poussières. Et lorsque la glace recula enfin, elles se seraient dressées comme les gardiennes d'un monde ancien, tandis que les survivants reconstruisaient une nouvelle histoire autour d'elles. La glace a laissé des marques profondes dans la mémoire humaine. Les mythes du déluge, si répandus, pourraient en être le reflet, car la fin de l'âge glaciaire fut une apocalypse aquatique. Les glaciers fondirent, les océans montèrent, engloutissant des plaines entières. Des millions de kilomètres carrés de terre furent noyés en quelques siècles. Pour ceux qui vivaient là, ce fut une fin du monde. Et les mythes, répétés de génération en génération, ont gardé ce souvenir. Les mégalithes de Göbekli Tepe, datés de plus de 11 000 ans, apparaissent justement à la fin de cette période de bouleversement.
Leur existence suggère que les survivants de ces catastrophes possédaient encore des savoirs architecturaux, astronomiques et symboliques étonnants. Peut-être que les pyramides appartiennent à ce même héritage, des monuments conçus pour résister au temps, bâtis par des peuples dont nous avons perdu la trace, mais dont la mémoire persiste dans la pierre. La glace, dans ce contexte, devient une métaphore. Elle n'est pas seulement un phénomène climatique, elle est un voile posé sur l'histoire. Comme le sable du désert recouvre les monuments, la glace recouvrait les continents, ensevelissant des paysages entiers. Quand elle se retira, elle ne laissa que des ruines, des reliefs remodelés, des traces effacées. Peut-être que des cités entières dorment encore sous les glaciers de l'Antarctique, préservés par la glace depuis des dizaines de millénaires, attendant d'être révélées. Certaines cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, intriguent justement parce qu'elles semblent représenter des côtes antarctiques sans glace. Si tel est le cas, cela signifierait que des navigateurs avaient vu ces terres bien avant l'époque moderne, à un moment où l'Antarctique était encore partiellement libre de son manteau gelé. Cela correspondrait à une période très reculée, peut-être au temps des civilisations disparues de l'âge glaciaire. Les glaciers en ne furent pas seulement des destructeurs, ils furent aussi des conservateurs. Sous la glace, des restes d'animaux, des pollens, des graines sont restés intacts, offrant aujourd'hui aux chercheurs des archives précieuses. Si des traces de cultures humaines existent, elles pourraient être cachées dans ces couches profondes, prisonnières de la glace. L'Antarctique, immense continent figé, pourrait abriter sous ces kilomètres d'Inland Sea des vestiges d'un monde oublié. La mémoire de la glace se retrouve aussi dans l'art et les traditions. Dans certaines grottes peintes, comme celle de Lascaux ou de Chauvet, on voit des animaux de la steppe glaciaire, des troupeaux massifs, des bisons, des rennes. Ces fresques, vieilles de plus de 15 000 ans, témoignent d'un rapport au monde façonné par le froid et les migrations. Peut-être que ces artistes, qui gravèrent leur vision dans la pierre, vivaient dans un monde où d'autres bâtisseurs, ailleurs, érigeaient déjà des monuments colossaux pour défier le temps. La glace qui recouvrait le monde a façonné notre mémoire collective d'une manière subtile. Elle a laissé dans l'inconscient humain l'idée de cycles, d'âges révolus, de destruction massive, suivis de renaissance. Les mythes des âges successifs, présents en Inde, en Grèce, chez les peuples amérindiens, trouvent là une résonance. Ils racontent que le monde fut plusieurs fois détruit et recréé, comme si la mémoire de l'âge glaciaire et de ses bouleversements s'était gravée dans nos récits les plus anciens. Si les pyramides existaient avant la fin de cette ère, alors elles ne sont pas seulement des monuments. Elles sont les témoins d'une transition géologique majeure, les derniers phares d'un monde englouti par la glace et l'eau. Leur survie contre toute attente serait la preuve que les bâtisseurs avaient conçu des structures pour traverser les cycles de destruction. Elles seraient alors les archives indestructibles d'un savoir que la glace n'a pas pu effacer. Ainsi, lorsque l'on contemple les pyramides aujourd'hui, il faut imaginer derrière elles la longue respiration de la Terre, les avancées et les reculs des glaciers, les mers qui montent et qui descendent, les peuples qui apparaissent et disparaissent. Les pierres silencieuses portent en elles la mémoire de ces cataclysmes. Elles se dressent comme des énigmes, mais aussi comme des survivantes. Et peut-être que dans leurs cicatrices se cache encore le souvenir d'un temps où la Terre, recouverte de glace, était le théâtre d'une humanité dont nous avons presque tout oublié. Depuis des siècles, le nom d'Atlantide résonne comme une cicatrice dans l'imaginaire humain. Platon, dans ses dialogues Timée et Critias, fut le premier à en tracer les contours. Une île immense, au-delà des colonnes d'Hercule, habitée par une civilisation prospère, savante, mais détruite en une seule nuit par la mer et les tremblements de terre. Pour beaucoup, ce récit n'était qu'une parabole philosophique. Pourtant, l'image de cette cité engloutie n'a cessé de hanter les mémoires, comme si elle cachait une vérité plus ancienne que le texte qui la raconte. Les légendes d'un continent perdu ne se limitent pas aux Grecs. Partout, des récits similaires persistent. Chez les peuples d'Amérique, on parle de terres disparues sous l'océan, d'ancêtres venus d'îles qui n'existent plus. Les habitants des Canaries parlèrent de terres englouties. À l'ouest, les Celtes racontaient Orcansan, cité splendide avalée par les vagues. Dans l'océan Indien, la tradition tamoule évoque Kumari Kandam, un vaste territoire submergé. Ces récits, dispersés sur des continents différents, dessinent une trame commune. Quelque part dans le passé, la mer aurait avalé des mondes entiers. Si l'Atlantide était réelle, elle aurait appartenu à la fin de l'âge glaciaire, au moment où la montée brutale des eaux effaça des côtes immenses.
Le niveau marin s'éleva d'une centaine de mètres, engloutissant des plaines côtières, des deltas fertiles, des villages, peut-être même des cités entières. Pour ceux qui vécurent en ces bouleversements, ce fut une apocalypse. Et les survivants, dispersés, portèrent avec eux le souvenir de ce monde perdu jusqu'à ce qu'il se cristallise dans des récits mythiques. Certains chercheurs ont tenté de localiser l'Atlantide. Des hypothèses l'ont placée en Méditerranée, près de Santorin, où l'éruption cataclysmique de l'île de Terra détruisit une civilisation florissante. D'autres la cherchent dans l'Atlantique, aux Açores, aux Canaries, voire jusqu'aux Caraïbes. D'autres encore la situent sous la glace de l'Antarctique, en se fondant sur des cartes anciennes. Chacune de ces hypothèses reflète le désir de retrouver ce monde perdu, mais toutes butant sur le même obstacle. Aucune preuve définitive ne se laisse saisir. L'Atlantide demeure un écho, un murmure persistant dans l'histoire humaine. Mais peut-être que la vérité est moins localisée, plus diffuse. L'Atlantide pourrait n'être pas une île unique, mais le symbole de toutes les terres englouties par la montée des mers. Doggerland, par exemple, aujourd'hui sous la mer du Nord, était jadis une vaste plaine habitée par des chasseurs-cueilleurs. Ces forêts, ces rivières, ces villages sont désormais invisibles, mais des traces en subsistent sous la vase. Des outils de silex, des ossements, des filets de pêche fossilisés. En Asie du Sud-Est, les plaines qui reliaient les îles de la Sonde ont aussi disparu sous l'océan, emportant peut-être des cultures entières. En Inde, le golfe de Cambay a révélé des structures submergées qui pourraient appartenir à une cité préhistorique. Dans cette perspective, l'Atlantide n'est pas un lieu, mais une mémoire collective. Elle incarne le traumatisme universel de l'humanité confrontée à la perte de ses terres, à la disparition de ses mondes. Elle est l'ombre mythique de milliers de Doggerland, de plaines noyées, de cités effacées. Et si les pyramides existaient déjà avant ces cataclysmes, elles en seraient les survivantes, les gardiennes silencieuses d'une mémoire que la mer n'a pas pu engloutir. Ce qui fascine dans le récit de Platon, c'est aussi la description d'une civilisation avancée, dotée d'une architecture, d'une organisation politique et d'un savoir technique impressionnant. Cette image correspond à ce que certains indices archéologiques les suggèrent. L'existence, avant l'histoire connue, de peuples capables de bâtir des monuments, d'observer les étoiles, de naviguer sur les mers. Les pyramides Göbekli Tepe, les mégalithes d'îles lointaines témoignent peut-être de ces civilisations oubliées dont l'Atlantide serait l'emblème le plus durable. Les échos engloutis ne sont pas seulement marins. Dans les terres des des traces d'anciens lacs asséchés révèlent encore des civilisations disparues. Le Sahara, avant de devenir désert, abritait des sociétés qui sculptaient des fresques et vivaient au bord de l'eau. Quand la sécheresse s'installa, ces peuples disparurent ou migrèrent, laissant derrière eux des vestiges incomplets. Là encore, le souvenir de leur disparition pourrait avoir nourri les mythes. À travers toutes ces histoires, une idée se répète. Rien n'est éternel. Les civilisations s'élèvent et s'effondrent, les continents apparaissent et disparaissent, les mers montent et reculent. Mais ce qui demeure, ce sont les récits. Ils voyagent, se transforment, se gravent dans les mémoires et finissent par devenir des mythes universels. L'Atlantide, Isis, Kumari-Kandam, Doggerland ne sont peut-être que des visages différents d'une même vérité, le souvenir d'un monde englouti. La fascination pour ces terres perdues révèle aussi une inquiétude moderne. Nous savons aujourd'hui que les océans continuent de monter. Nous savons que des cités entières, construites au bord de la mer, pourraient un jour être submergées. Peut-être que nos propres descendants raconteront dans des milliers d'années des légendes sur New York, Venise ou Dubaï, disparues sous les flots. Les mythes de l'avenir ne seront pas différents de ceux du passé, ils conserveront sous une forme imagée la mémoire d'un monde englouti. Les pyramides, en revanche, se dressent loin de la mer. Elles ont survécu au déluge, aux tempêtes, aux siècles. Peut-être que leur emplacement, au cœur du désert, n'était pas seulement un choix symbolique, mais une stratégie consciente. Construire loin des côtes pour résister aux montées des eaux. Si tel est le cas, elles auraient été pensées comme des monuments de survie, des phares brandés pour les générations futures. Ainsi, l'Atlantide et les autres récits de mondes disparus ne sont pas des fables vaines. Ils sont les reflets d'une mémoire humaine universelle, la preuve que les peuples n'oublient jamais totalement leurs catastrophes. Et les pyramides, survivantes de ces âges, apparaissent alors comme les dernières témoins d'un temps où la mer avançait inexorablement, engloutissant des mondes dont nous ne connaissons que les échos. Les civilisations s'effacent, mais les formes demeurent. Lorsque les langues se perdent,
Lorsque les récits se dispersent, il reste la géométrie, silencieuse et universelle. Les pyramides incarnent peut-être cette idée, des monuments qui parlent par leurs angles, leurs proportions, leurs alignements, comme si leurs bâtisseurs avaient en choisi un langage capable de traverser les âges, un langage que nulle traduction n'épuise. La pyramide, dans sa simplicité apparente, est une figure d'une puissance singulière. 4 faces triangulaires se rejoignent en un sommet, une base carrée ancrée dans la terre. Sa forme concentre les forces, résiste au temps, défie la gravité. Elles est à la fois structure et symbole, équilibre entre le ciel et la terre. Les bâtisseurs de Gizeh savaient qu'il inscrivait dans la pierre bien plus qu'un tombeau. Il gravait une idée. La proportion de la grande pyramide intrigue depuis des siècles. Sa hauteur rapportée à la longueur de sa base évoque le nombre d'or, cette proportion que l'on retrouve dans les coquillages, les spirales végétales, le tracé des galaxies. Certains y voient le signe d'une connaissance mathématique avancée, peut-être héritée d'une tradition plus ancienne encore. Car ce rapport n'est pas seulement esthétique, il semble refléter une harmonie universelle, un ordre inscrit dans la nature. Les angles eux-mêmes semblent porteurs de sens. L'inclinaison des faces correspond à des calculs précis, liés non seulement à la stabilité de l'édifice, mais aussi à des valeurs symboliques. Les passages internes, orientés vers certaines étoiles, révèlent une géométrie céleste, une volonté d'ancrer le monument dans un dialogue avec le cosmos. La pierre devient alors l'écho d'une architecture invisible, celle des constellations et des cycles célestes. À travers le monde, d'autres civilisations ont utilisé la géométrie comme langage. Les cercles mégalithiques de Stonehenge, les spirales gravées dans les roches d'Irlande ou d'Amérique, les temples mayas et leurs escaliers orientés, partout, les formes géométriques transcendent les cultures. Ce n'est pas un hasard si les mathématiques sont qualifiées de langage universel. Elles ne dépendent ni d'un alphabet ni d'une grammaire humaine, mais d'une logique que l'on retrouve dans les structures mêmes de l'univers. Peut-être que les pyramides furent conçues comme des messages adressés non pas seulement aux contemporains, mais à ceux qui viendraient bien plus tard. Un langage destiné à survivre à la chute des royaumes, au déluge, aux sécheresses. Dans cette perspective, la géométrie devient une archive. Elle enregistre des savoirs, non pas sous forme de mots, mais sous forme de proportions et d'alignements. Elle parle à quiconque saura regarder. Certains chercheurs ont proposé que les dimensions de la Grande Pyramide contiennent des mesures liées à la Terre elle-même. La circonférence de la planète, la distance entre la Terre et le Soleil, le nombre de jours de l'année, toutes ces valeurs semblent inscrites dans les proportions du monument. Est-ce le fruit du hasard, ou le signe que ces bâtisseurs connaissaient point déjà des vérités que nous croyons avoir découvertes seulement à l'époque moderne? Cette hypothèse est controversée, mais elle révèle quelque chose d'essentiel. L'impression que ces monuments contiennent des couches de sens, que chaque mesure, chaque angle, chaque orientation n'est pas arbitraire. Même si toutes les interprétations ne sont pas correctes, l'intuition demeure. La géométrie n'a pas été choisie au hasard. Elle est le cœur du message. La répétition de la forme pyramidale dans d'autres cultures renforce cette impression. En Mésoamérique, les pyramides mayas et aztèques reprennent le même principe de base, bien que leur usage ait été différent. En Chine, les mausolées impériaux ont également adopté la forme pyramidale. À Java, en Indonésie, le temple de Borobudur, bien que circulaire, s'élève en terrasse qui rappellent une pyramide. Cette convergence, dans des contextes si éloignés, suggère que la géométrie pyramidale touche quelque chose d'universel dans la psyché humaine. La géométrie est aussi mémoire de l'invisible. Elle inscrit dans la pierre des idées abstraites, des concepts métaphysiques. Le carré de la base représente la terre, la stabilité, l'ordre humain. Le triangle des faces évoque l'ascension, le lien vers le ciel. Le sommet, point unique, unit les contraires, reliant la multiplicité terrestre à l'unité céleste. La pyramide est ainsi une cosmologie miniature, une traduction architecturale d'une vision du monde. Peut-être que les bâtisseurs cherchaient à communiquer à travers le temps, à laisser une trace indestructible de leur vision de l'univers. Car les mots meurent, les langues se perdent, les bibliothèques brûlent. Mais la géométrie demeure. Elle ne dépend d'aucune culture. Elle se laisse reconnaître par tous, même après des millénaires. C'est le langage silencieux des formes, celui qui relie les civilisations disparues à celles qui viendront. Dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que nous redécouvrons une figure géométrique, nous la ressentons comme familière. Le cercle, la spirale, le triangle nous parlent au-delà du temps. Ils éveillent en nous une intuition, comme si nous retrouvions une vérité enfouie.
Les pyramides, dans leur perfection géométrique, réveillent ce sentiment d'étrangeté familière. Nous savons instinctivement qu'elles disent donc quelque chose d'essentiel, même si nous ne comprenons pas tout. La géométrie devient alors un pont entre les civilisations disparues et nous. Elle est le fil qui traverse les âges, reliant des mondes que tout sépare. Elle nous rappelle que la connaissance ne se limite pas aux textes et aux archives, mais qu'elle peut être gravée dans les proportions, dans l'espace, dans la pierre. Lorsque nous contemplons la Grande Pyramide, nous ne voyons pas seulement un monument pharaonique, nous voyons une équation, une méditation matérialisée, une pensée devenue architecture. Ces dimensions parlant à l'ingénieur, à l'astronome, au mystique. Elle est à la fois calcul et symbole, science et art. Et c'est peut-être pour cela qu'elle continue de fasciner. Elle transcende les catégories, elle échappe aux interprétations uniques, elle est un langage infini. Dans le silence du désert, la géométrie résonne comme une musique sans son. Elle parle sans mots, mais chacun peut l'entendre. Les pyramides sont ainsi les partitions d'une symphonie mathématique, jouée par la lumière du soleil, les ombres, les étoiles. Leurs lignes droites, leurs angles parfaits, deviennent des instruments d'une harmonie plus vaste, celle de l'univers lui-même. Et c'est peut-être cela que voulaient transmettre les bâtisseurs, que l'homme, en inscrivant la géométrie dans la pierre, rejoint l'ordre du cosmos, que la pyramide, loin d'être un simple tombeau, est une clé, un rappel que l'univers parle un langage que nous pouvons comprendre si nous savons regarder. Les civilisations passent, mais les formes demeurent, et dans ces formes, l'éternité continue de se refléter. L'histoire telle que nous la connaissons repose sur des lignes, des dates, des repères fixes. Nous aimons croire que le passé se déroule comme un fil continu, que chaque événement s'emboîte avec précision dans une suite ordonnée. Pourtant, à l'ombre des pyramides, ce fil se trouble. Des indices, parfois ténus, parfois massifs, semblent suggérer que notre chronologie n'est pas aussi stable qu'elle paraît. Et lorsque la chronologie vacille, c'est tout notre rapport au passé qui se fissure. L'archéologie classique date les pyramides de Gizeh d'environ 2600 avant notre ère, sous le règne de Khéops et de ses successeurs. Ces repères se reposent sur des inscriptions, sur des documents égyptiens, sur la logique des dynasties. Mais ces preuves sont indirectes. Aucun texte contemporain ne raconte la construction de ces monuments. Les papyrus, les annales, les récits des scribes parlent de pharaons, de temples, d'offrandes, mais pas de l'érection des pyramides elles-mêmes, comme si leur origine appartenait déjà à un passé trop ancien pour être décrit. Le sphinx lui aussi trouble cette chronologie. Les marques d'érosion par l'eau, qui ne correspondent pas au climat aride des derniers rangs millénaires, laissant de penser qu'il pourrait dater d'une époque où l'Égypte était encore verdoyante. Si cette hypothèse est juste, alors le sphinx serait plus ancien que les pyramides, peut-être de plusieurs milliers d'années. Mais comment accepter qu'un monument aussi colossal précède de loin la civilisation égyptienne telle que nous la connaissons ? D'autres incohérences et persétins apparaissent lorsque l'on compare les techniques de construction. Les temples de la vallée, situés à proximité des pyramides, présentent dans des blocs de pierre gigantesques, pesant parfois plusieurs centaines de tonnes. Leur ajustement est si précis qu'on ne glisse pas une lame de couteau entre eux. Pourtant, dans les dynasties suivantes, l'art de bâtir semble régresser. Les pierres deviennent plus petites, les assemblages moins soignés. Comment expliquer qu'une civilisation commence par le plus parfait, puis s'oriente vers le plus imparfait ? C'est comme si les Égyptiens avaient hérité de monuments déjà anciens et tenté de les imiter sans jamais égaler la maîtrise des premiers bâtisseurs. Ce phénomène n'est pas propre à l'Égypte. À travers le monde, des monuments semblent surgir sans période d'apprentissage progressive. Les mégalithes de Sacsayhuaman au Pérou, les temples de Baalbek au Liban, ou les plateformes de l'île de Pâques apparaissent comme des chefs-d'œuvre isolés, sans antécédents clairs. C'est comme si la chronologie classique, qui suppose une évolution lente et graduelle des techniques, se heurtait à des anomalies inexplicables. Les méthodes de datation elles-mêmes peuvent vaciller. Le carbone 14, si précieux pour dater les matières organiques, ne s'applique pas aux pierres. Les archéologues doivent alors se contenter de dater les objets trouvés autour des monuments, mais non les monuments eux-mêmes. Ainsi, un outil ou un fragment de poterie peut suggérer une époque, mais il n'atteste pas que la construction date du même moment. Si les pyramides ont été déjà présentes, les peuples ultérieurs auraient simplement laissé leurs traces à leurs pieds et nous aurions alors attribué à tort aux bâtisseurs récents ce qui était en réalité plus ancien. Cette fragilité de nos datations ouvre une brèche. Elle nous force à reconnaître que la chronologie n'est pas une certitude absolue,
mais une reconstruction, un modèle parfois approximatif. Et dans cette brèche s'engouffrent les hypothèses d'un passé plus ancien, d'une humanité dont nous avons perdu la mémoire. Les mythes, encore une fois, viennent troubler nos certitudes. Les Égyptiens eux-mêmes parlaient d'un âge antérieur aux dynasties, régi par les dieux. Ils évoquaient enfin un temps où Osiris, Isis, Horus marchaient parmi les hommes avant que les pharaons ne prennent leur relais. Ces récits, souvent interprétés comme des fables, pourraient en être la mémoire déformée d'une époque oubliée. Une ère où d'autres bâtisseurs, porteurs de savoirs immenses, auraient laissé derrière eux des monuments défiant le temps. Lorsque la chronologie vacille, il ne s'agit pas seulement d'un problème académique, c'est une remise en question de notre propre identité. Car si les pyramides et le sphinx sont plus anciens que ce que nous croyons, alors notre histoire est incomplète. Nous ne sommes pas les héritiers d'un seul millénaire de civilisation, mais peut-être les survivants d'un cycle beaucoup plus long, où des mondes entiers ont existé avant nous. Les chercheurs indépendants parlent parfois de civilisations mères, disparues avant l'Holocène, qui auraient transmis leur savoir aux cultures plus récentes. Cette idée heurte le paradigme officiel, mais elle trouve un écho dans la récurrence des mêmes motifs. L'obsession pour les étoiles, la maîtrise des mégalithes, la géométrie sacrée. Partout, des peuples apparemment isolés partagent les mêmes symboles, comme s'ils avaient hérité d'une source commune. Il faut imaginer ce que signifierait une telle révision de la chronologie. Les pyramides ne seraient plus seulement les tombeaux des rois, mais les archives d'une humanité disparue. Le sphinx deviendrait le témoin d'un climat oublié, d'une ère où l'eau ruisselait sur ses flancs, et nos propres certitudes se transformeraient en questions. Qui étaient ces bâtisseurs? Que voulaient-ils transmettre? Pourquoi leurs traces se limitent-elles à des monuments presque indestructibles? Les fissures dans la chronologie apparaissent aussi dans les datations des premiers foyers de civilisation. En Anatolie, Göbekli Tepe, daté de plus de 11 000 ans, surgit comme une anomalie, un temple monumental construit avant l'agriculture. Comment expliquer qu'un peuple de chasseurs-cueilleurs ait érigé un tel sanctuaire avec des pierres de plusieurs tonnes, décorées de reliefs complexes? Là encore, la chronologie vacille. Nous pensions que les monuments naissaient après les villes, que les villes naissaient après l'agriculture. Mais Göbekli Tepe inverse cet ordre, comme si la mémoire d'un savoir ancien avait guidé ses bâtisseurs. Lorsque nous contemplons les pyramides à la lumière de ces anomalies, elles apparaissent comme des fissures dans notre récit du passé. Elles nous rappellent que l'histoire n'est pas une ligne droite, mais une mosaïque fragile, où chaque pièce peut être déplacée, réinterprétée. Les chronologies sont des constructions humaines, et comme toutes les constructions, elles peuvent vaciller. Dans ce vacillement, une étrange sensation émerge, celle que le passé est plus vaste que nous ne l'imaginons. Que sous nos pieds, sous les sables, sous les mers, sous les glaces, des couches entières de mémoire reposent encore, que nos livres d'histoire ne sont que des esquisses, et que les pyramides, immobiles et muettes, attendent que nous acceptions leur énigme. À chaque visite des pyramides, une question revient, obsédante. Qui furent les mains qui posèrent ces blocs colossaux, qui conçurent ces plans d'une précision vertigineuse, qui regardèrent devant les étoiles pour en tirer des alignements que nous découvrons encore? Dans l'histoire officielle, nous les appelons les Égyptiens de l'Ancien Empire, les ouvriers de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Mais derrière ces noms brillants, derrière ces dynasties soigneusement consignées, il demeure un vide. Aucun texte ne raconte en détail la construction des pyramides. Aucun papyrus ne décrit l'organisation du chantier, ni le savoir mathématique ou technique mobilisé. C'est comme si ces bâtisseurs, immenses dans leurs œuvres, étaient restés invisibles dans la mémoire des hommes. Les scribes égyptiens avaient consigné des milliers de détails sur la vie des pharaons, sur les offrandes, les guerres, les généalogies. Mais ils n'ont pas laissé de récit sur la construction des pyramides, comme si leur édification appartenait déjà à une époque trop lointaine pour être racontée. Les textes attribuent au roi la gloire de ces monuments, mais aucun ne décrit la manière dont ces millions de blocs furent extraits, déplacés, ajustés. Les bâtisseurs sont restés sans nom, comme effacés derrière la majesté de la pierre. On imagine souvent des armées d'ouvriers, des foules innombrables tirant des traîneaux, organisées par des architectes et surveillées par des contremaîtres. Des scènes de fouilles montrent effectivement des inscriptions évoquant des équipes de travailleurs, parfois qualifiés de compagnons ou de serviteurs du dieu. Mais ces détails, modestes, ne suffisent pas à expliquer la grandeur de l'ensemble. Car il ne s'agissait pas seulement de transporter des blocs, il fallait concevoir des plans d'une complexité géométrique,
calculer des proportions, anticiper des alignements astronomiques. Ces tâches supposent une science, une connaissance que nous ne savons pas encore attribuer avec certitude. Certains chercheurs ont proposé que les bâtisseurs aient utilisé des rampes gigantesques, en spirale ou rectiligne, pour hisser les blocs. Mais ces hypothèses se heurtent à des contradictions pratiques. La taille des rampes aurait dépassé celle du monument, nécessitant encore plus de ressources que la pyramide elle-même. D'autres avancent des systèmes de levier, de contrepoids, voire de mécanismes encore inconnus. Quoi qu'il en soit, rien ne permet d'affirmer que nous comprenons pleinement la technique employée. Les bâtisseurs demeurent invisibles, non seulement par leur nom, mais par leurs gestes même. Et si ces gestes appartenaient à une tradition plus ancienne, transmise de génération en génération jusqu'à se perdre dans l'oubli. Peut-être que les Égyptiens de l'Ancien Empire n'ont pas inventé ces savoirs, mais les ont hérités d'un passé plus lointain, déjà effacé par les siècles. Dans cette hypothèse, les bâtisseurs sans nom ne seraient pas les sujets des pharaons, mais les membres d'une civilisation disparue qui aurait laissé ces monuments comme ses seuls témoignages. Dans d'autres régions du monde, les mêmes énigmes apparaissent. Les blocs cyclopéens de Baalbek, au Liban, pèsent donc plusieurs centaines de tonnes. Comment des hommes sans machines modernes auraient-ils pu les déplacer ? Les murs de Sacsayhuaman, au Pérou, sont faits de pierres imbriquées avec une précision telle qu'aucune lame ne passe entre elles, et pourtant aucune roue, aucun fer n'était censé exister là. Sur l'île de Pâques, les statues colossales furent déplacées sur des kilomètres, sans que l'on sache vraiment comment. Partout, des monuments massifs surgissent de l'ombre, et partout les bâtisseurs disparaissent derrière eux. Peut-être que leur anonymat est volontaire. Peut-être qu'ils n'ont jamais cherché à inscrire leur nom dans la mémoire, mais seulement à transmettre un message à travers leurs œuvres. Les pyramides ne portent pas de signature, pas de récit gravé de leur édification. Elles parlent uniquement par leur présence, par leur masse, par leur géométrie. C'est comme si les bâtisseurs savaient que leur nom serait effacé, mais que leurs pierres, elles, traverseraient les âges. Ce silence des bâtisseurs fait écho à une inquiétude plus vaste. L'idée que l'histoire humaine est faite d'oubli, que les grands anonymes sont les véritables créateurs, tandis que les rois, les conquérants, les scribes ne sont que les bénéficiaires de leurs œuvres. Nous marchons dans un monde bâti par des mains que nous ne connaissons pas, et les pyramides en sont la preuve la plus éclatante. Il y a dans ce mystère une mélancolie étrange. Les hommes qui ont dressé ces blocs, qui ont su organiser des chantiers de cette ampleur, qui ont contemplé le ciel pour aligner leurs monuments, ont disparu sans laisser d'histoire écrite. Nous ne savons pas ce qu'ils pensaient, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils espéraient. Leur silence est total, mais leur trace est indestructible. Certains voient dans cette absence un signe que les bâtisseurs appartenaient à une civilisation plus ancienne que l'Égypte dynastique, une civilisation qui s'effondra avant de pouvoir transmettre ses récits. Les pharaons auraient alors hérité de monuments déjà anciens, qu'ils auraient réappropriés en inscrivant leurs cartouches et leurs noms sur des structures qu'ils n'avaient pas bâties. Dans cette perspective, les véritables bâtisseurs ne seraient pas seulement sans nom, ils seraient oubliés, effacés par les siècles et remplacés par d'autres. La mémoire de ces bâtisseurs invisibles se retrouve parfois dans les mythes. Les Grecs, en visitant l'Égypte, parlaient d'architectes divins, d'êtres supérieurs qui auraient transmis le savoir aux hommes. Les Incas, face aux pierres colossales du Pérou, affirmaient qu'elles avaient été construites par des géants ou par des peuples antérieurs dont ils n'étaient que les héritiers. Ces récits révèlent une constante. Lorsque les peuples se trouvent face à des monuments qui dépassent leur propre mémoire, ils les attribuent à des bâtisseurs surnaturels ou oubliés. La notion de bâtisseur sans nom nous interroge aussi sur notre propre rapport au temps. Nous croyons connaître notre histoire, mais peut-être qu'elle repose sur une illusion, celle que les monuments portent les noms de ceux qui les ont commandés. En réalité, les rois changent, les dynasties passent, mais les bâtisseurs restent anonymes. Leurs gestes traversent les âges sans se lier à une identité précise. Ils sont la main invisible de l'histoire, celle qui laisse derrière elle des formes indestructibles. Il est possible que les pyramides soient les derniers vestiges d'un savoir collectif, d'un peuple qui ne cherchait pas à se nommer, mais à laisser une trace universelle. Dans cette hypothèse, leur anonymat devient une force, car en se déliant des noms et des récits, les pyramides parlent encore, même à ceux qui ne connaissent rien de l'Égypte. Elles communiquent directement par leur forme, par leur taille, par leur orientation. Elles parlent une langue qui dépasse les cultures et les époques, celle du mystère.
Lorsque l'on contemple ces monuments, il faut se souvenir que leur existence même est une énigme. Chaque bloc, chaque jointure, chaque alignement est le fruit d'un savoir que nous n'avons pas totalement retrouvé. Et derrière ce savoir, il y a eu des hommes. Pas des dieux, pas des héros de légende, mais des hommes dont nous ne connaissons pas les noms, dont la mémoire a disparu. Les pyramides deviennent alors un monument au silence, un rappel que les plus grands bâtisseurs ne sont pas ceux dont l'histoire retient les noms, mais ceux qui, anonymes, ont dressé des œuvres destinées à défier le temps. Dans ce silence des bâtisseurs sans nom résonne peut-être un message plus profond. L'humanité n'est pas faite seulement de rois et de conquérants, mais de mains invisibles qui laissent des traces durables. Les pyramides, en se dressant encore, sont leur voix muette, leur testament oublié. Il y a, au cœur de l'humanité, une inquiétude sourde, la crainte que notre mémoire soit incomplète, que de vastes pans de notre passé nous aient échappé. Les pyramides, dans tout immobile sous le soleil du désert, incarnent cette peur. Leur silence pèse sur nous comme une interrogation. Que savons-nous vraiment de nos origines? Quels mondes se sont effondrés avant que le nôtre n'apparaisse? Et qu'avons-nous oublié dans les ténèbres des millénaires? Cette peur n'est pas récente. Déjà dans l'Antiquité, les voyageurs contemplant les monuments d'Égypte sentaient qu'ils appartenaient à un âge trop ancien pour être compris. Hérodote, fasciné, écrivait que les Égyptiens possédaient une sagesse plus ancienne que toutes les autres. Les Grecs eux-mêmes, pourtant fondateurs de tant de disciplines, se considéraient comme les élèves d'une science perdue, venue d'ailleurs et d'avant. Dans cette reconnaissance se cache une angoisse, celle d'être des héritiers amnésiques, de vivre dans un monde réduit, amputé de ses racines les plus profondes. Les mythes du déluge, de l'Atlantide, des cités englouties sont les reflets de cette peur. Ils disent tous la même chose. Il y eut un monde, et ce monde fut détruit. Les survivants ont porté la mémoire du désastre, mais celle-ci s'est dissoute dans le temps jusqu'à ne subsister qu'en fragments. Ces récits nous obsèdent, car ils parlent d'un danger plus grand que la mort individuelle, la perte de la mémoire collective, l'effacement de tout ce qui fut. Les pyramides nous confrontent à cette perte, car si elles sont dans les vestiges d'une civilisation disparue avant l'histoire connue, alors tout ce que nous croyons savoir est incomplet. Nous bâtissons nos certitudes sur des fondations fragiles, ignorant que des mondes entiers se sont peut-être effacés avant nous. La peur de ce que nous avons perdu n'est pas seulement la peur de l'oubli, c'est celle de bâtir nos vies sur un sol instable, sans savoir ce qui dort en dessous. Cette peur est renforcée par les découvertes archéologiques qui surgissent parfois du sable ou de la mer. À chaque fois qu'une cité enfouie est retrouvée, nous réalisons que notre mémoire était lacunaire. Pompéi, figé dans la cendre, a révélé un monde que l'on ignorait. Troie, que l'on croyait mythique, s'est montré réel. Que reste-t-il encore à découvrir? Combien de mondes dorment sous les sables, sous les vagues, sous la glace, et combien d'autres ont été effacés à jamais, ne laissant aucune trace, sinon un frisson dans nos légendes. La peur de ce que nous avons perdu est aussi liée au silence des bâtisseurs. Les pyramides n'ont pas de récit écrit qui accompagne leur création. Elles sont là, immenses mais muettes. Ce silence nourrit une angoisse, et si leur message nous échappait pour toujours, et si elles contenaient une vérité que nous n'avons pas su lire, nous craignons que le sens de ces monuments se soit éteint avec ceux qui les ont conçus, comme si un livre immense avait été écrit dans la pierre, mais que nous en avions perdu la clé. Cette angoisse prend une dimension plus intime, elle nous rappelle notre propre fragilité face au temps. Ce que nous croyons éternel se dissout toujours. Nos bibliothèques penseutiques brûlent, nos villes s'effondrent, nos mémoires s'effacent. Les pyramides elles-mêmes, si solides, portent les cicatrices de l'érosion. Même la pierre, que l'on croit inaltérable, finit par céder. Ce que nous avons perdu n'est donc pas seulement le passé, c'est la certitude qu'il puisse exister une permanence absolue. Mais il y a une autre dimension, plus subtile. La peur de ce que nous avons perdu est peut-être aussi la peur de ce que nous pourrions retrouver. Car si les pyramides sont réellement les vestiges d'une civilisation disparue, alors qu'est-il arrivé à cette civilisation? Pourquoi a-t-elle disparu? Quel danger a-t-elle affronté? Cette question effraie. Elle suggère que nous pourrions, nous aussi, être balayés par des cataclysmes semblables. L'oubli du passé n'est pas seulement une perte, c'est une menace. Il y a dans le silence des pyramides une mise en garde muette. Tout ce qui s'élève peut tomber, même les mondes les plus vastes. Nos propres sociétés, si fières de leur technologie, pourraient elles aussi être effacées en un instant.
Une guerre, un bouleversement climatique, une catastrophe naturelle, et nos villes pourraient disparaître comme les côtes de l'âge glaciaire. Que restera-t-il de nous dans 10 000 ans? Peut-être seulement quelques monuments de béton, des traces dispersées, des fragments incompréhensibles. Peut-être que nos descendants se demanderont, comme nous devant les pyramides, qui a bâti cela? Pourquoi? Que signifie ce silence? Dans ce miroir, les pyramides deviennent plus que des énigmes archéologiques. Elles sont des rappels existentiels. Elles disent « Regardez ce que vous pourriez perdre comme nous avons perdu ». Elles incarnent la fragilité de la mémoire, mais aussi la persistance de l'énigme. Car malgré l'oubli, elles demeurent. Leur survie est à la fois une consolation et une inquiétude. Consolation car tout n'a pas été effacé. Inquiétude car elles prouvent que des mondes entiers peuvent disparaître, ne laissant derrière eux que quelques pierres muettes. Cette peur est inscrite dans nos récits modernes autant que dans les mythes anciens. La littérature, le cinéma, les prophéties inventent sans cesse des visions de mondes détruits, de civilisations effondrées, de survivants errant dans les ruines. Ces fictions résonnent avec une vérité profonde. Nous savons que la perte est inévitable, et nous pressentons que ce que nous avons déjà perdu est immense. Les pyramides, en leur silence, amplifient ce sentiment, comme un miroir de notre angoisse collective. Et pourtant, cette peur a aussi une force. Elle nous pousse à chercher, à fouiller et à questionner. Elle alimente la curiosité qui nous fait creuser le sable, sonder les mers, interroger les étoiles. La peur de ce que nous avons perdu est aussi l'élan qui nous pousse à tenter de retrouver. Elle transforme l'angoisse en quête, le silence en appel. Peut-être que les bâtisseurs anonymes le savaient, que leurs monuments, en restant muets, susciteraient des questions éternelles, forçant chaque génération à chercher plus loin. Ainsi, la peur de ce que nous avons perdu ne nous paralyse pas seulement. Elle nous rappelle que notre mémoire est fragile, mais que notre désir de comprendre est infini. Les pyramides incarnent cette tension. Elles sont le symbole de la perte et de la quête, de l'oubli et de la recherche. Elles se dressent dans le désert comme des ombres du passé, mais aussi comme des phares pour l'avenir. Certaines questions traversent les siècles sans jamais trouver de réponse définitive. Elles se glissent entre les pages des livres, hantent les débats des érudits, nourrissent les récits des voyageurs. Les pyramides font partie de ces énigmes qui refusent de mourir. À chaque tentative d'explication, un doute subsiste, une zone d'ombre persiste, comme si les monuments eux-mêmes se jouaient de nos certitudes. L'énigme de leur construction, d'abord, résiste encore. On a proposé des rampes colossales, des systèmes de leviers, des milliers d'ouvriers organisés. Mais aucune de ces hypothèses ne satisfait pleinement. Les rampes auraient nécessité des ressources démesurées, les leviers, une ingéniosité mécanique dont nous n'avons pas de traces. Chaque solution se heurte à un mur de contradictions. La simplicité apparente des pierres cache un mystère technique qui demeure intact. Peut-être parce que les bâtisseurs avaient un recours à des méthodes qui ne nous sont plus accessibles, ou à un savoir-faire disparu avec eux. L'énigme de leur fonction ne s'éteint pas non plus. On les décrit comme des tombeaux, mais aucun corps royal n'y a été retrouvé dans son intégrité. Les sarcophages découverts étaient un vide, les chambres inoccupées. Étaient-ce des tombeaux pillés, ou bien n'avaient-ils jamais eu vocation à abriter des corps? Certains y voient plutôt des temples, des observatoires, voire des archives codées dans la pierre. Les couloirs, les chambres, les proportions évoquent parfois un langage secret, destiné à transmettre autre chose qu'un simple hommage funéraire. Mais quoi? Là encore, le silence demeure. Les énigmes se multiplient lorsqu'on observe leurs alignements. Pourquoi une telle précision astronomique? Pourquoi reproduire sur Terre la disposition de la ceinture d'Orion? Était-ce un hommage religieux, une cosmologie gravée dans la pierre, ou bien une manière de marquer une époque précise, une date inscrite dans le ciel? Les chercheurs qui défendent l'hypothèse d'une origine antérieure au pharaon voient dans ces alignements un calendrier cosmique, une tentative d'inscrire dans la pierre un souvenir lié à la précession des équinoxes. Mais si tel est le cas, cela signifie que les bâtisseurs connaissaient des phénomènes astronomiques que l'on croyait découverts seulement à l'époque moderne. Il y a aussi l'énigme des savoirs inscrits dans leurs proportions. Certains calculs suggèrent que la Grande Pyramide encode la circonférence de la Terre, la durée de l'année solaire, la distance à certains astres. Était-ce volontaire? Était-ce une coïncidence? Ou bien ces mesures universelles surgissent-elles naturellement lorsqu'on cherche à bâtir une structure stable et harmonieuse? Le doute demeure, et chaque hypothèse nourrit autant de scepticisme que de fascination. Les énigmes ne résident pas seulement dans la technique ou la fonction, mais aussi dans le silence historique.
Pourquoi les textes égyptiens, si prolixes, ne racontent-ils pas en détail la construction des pyramides? Pourquoi n'y a-t-il pas de fresques, pas de récits, pas de gravures décrivant ces chantiers colossaux? Était-ce parce que les pyramides étaient déjà anciennes lorsque les dynasties commencèrent, et que leur origine se perdit dans l'oubli? Ou bien parce que leur fonction était trop sacrée, trop mystérieuse pour être exposée? Cette absence de récit est elle-même une énigme, une béance dans notre mémoire. Même les fouilles les plus modernes, avec leurs instruments sophistiqués, n'ont pas dissipé le mystère. Les analyses par myographie ont révélé des cavités encore inconnues dans la Grande Pyramide. Des salles secrètes jamais explorées attendent peut-être encore de livrer leurs secrets. Mais chaque nouvelle découverte semble ouvrir plus de questions qu'elle n'en résout. Que contiennent ces chambres? Des archives perdues? Des vestiges funéraires? Ou bien seulement des espaces techniques conçus pour alléger la masse du monument? Tant que nous n'aurons pas accès à ces lieux, l'énigme persistera. Les pyramides ne sont pas seules à refuser l'oubli. D'autres monuments, ailleurs, partagent cette résistance au temps. Les statues de Horstu de l'île de Pâques, les lignes de Nazca, les blocs gigantesques de Baalbek, les temples de Göbekli Tepe, tous portent en eux des questions sans réponse. Ces énigmes, éparpillées à travers le monde, semblent se répondre, comme si elles appartenaient à un même réseau de mystères. Elles définent nos certitudes, elles fissurent nos chronologies, elles rappellent que nous ne comprenons pas tout. Ce refus des énigmes à mourir n'est pas seulement dû à un manque de preuves, il semble inscrit dans la nature même de ces monuments. Comme si leur but n'était pas seulement d'exister, mais aussi de défier. Comme si les bâtisseurs avaient voulu laisser derrière eux non pas une vérité claire, mais une énigme durable, capable de traverser les âges. Une énigme qui force les générations futures à se poser des questions, à chercher, à douter. Et peut-être est-ce là le sens profond de ces monuments. Non pas transmettre un savoir précis, mais entretenir une quête éternelle. Car l'humanité avance grâce aux questions, bien plus que grâce aux certitudes. Les pyramides, en refusant de livrer tous leurs secrets, nous obligent à interroger notre passé, notre mémoire, nos origines. Elles nous rappellent que le mystère est une force, qu'il maintient vivante notre curiosité. Elles sont comme des miroirs, chacun y projette ses propres hypothèses, ses propres désirs de compréhension. Les savants y voient des ondes des tombeaux, les astronomes des cartes célestes, les mystiques des temples sacrés, les chercheurs indépendants des archives d'une civilisation perdue. Mais aucune de ces visions n'épuise le monument. Les pyramides demeurent au-delà des interprétations, immobiles et muettes, imposant leur silence à nos discours. C'est pourquoi elles fascinent toujours. Si elles avaient livré tous leurs secrets, peut-être seraient-elles moins puissantes. Leur mystère les rend vivantes. Chaque génération les redécouvre, chaque époque y projette ses propres interrogations. Elles changent sans changer, immobiles mais toujours nouvelles. Est-il possible que nous ne trouvions jamais toutes les réponses? Et c'est peut-être là le véritable message des pyramides, que l'histoire humaine n'est pas faite pour être entièrement connue, mais pour être questionnée sans fin. Que les énigmes qui refusent donc de mourir sont les gardiennes de notre désir de comprendre. Sous le soleil du désert, dans la lumière immobile, les pyramides continuent de se dresser comme des questions incarnées. Elles ne parlent pas, elles ne s'expliquent pas, mais elles persistent. Leur silence est une énigme plus forte que toutes les réponses. Et c'est peut-être ce silence qui leur permet de traverser les âges, intacts dans leur mystère. Il est des lieux sur Terre où le temps semble s'être figé. Des étendues immenses, blanches et silencieuses, où le vent balaie des paysages glacés que nul regard n'habite. L'Antarctique, la Groenland, les calottes polaires sont comme des coffres fermés à clé. Sous ces kilomètres de glace, des continents entiers dorment, recouverts depuis des dizaines de milliers d'années. On dit que la glace conserve tout. Pollen, fossiles, bulles d'air, fragments d'un climat disparu. Mais si elle conservait plus que cela, si, sous ce manteau, se cachaient aussi les traces d'un héritage oublié, des monuments aussi anciens peut-être que les pyramides elles-mêmes, certaines cartes anciennes nourrissent cette idée. La carte de Piri Reis, au XVIe siècle, semble représenter les côtes de l'Antarctique dépourvues de glace. Si cette observation est exacte, elle signifierait que des navigateurs préhistoriques connaissaient ces rivages tels qu'ils étaient avant que la calotte polaire ne les recouvre entièrement, il y a plus de 10 000 ans. Comment expliquer une telle connaissance, si ce n'est par la transmission d'un savoir plus ancien que nos chronologies officielles? Les relevés modernes, grâce aux radars pénétrant sous la glace, révèlent pour l'existence de montagnes, de vallées, de lits de rivières fossiles.
Certains chercheurs évoquent de même la possibilité que des zones entières de l'Antarctique aient été libres de glace à certaines époques de l'Holocène. Si des hommes y vivaient alors, s'ils avaient un bâti, laissé des traces, tout cela dort encore sous un linceul de plusieurs kilomètres de glace. Nous n'en voyons que l'ombre, mais cette ombre suffit à nourrir l'imaginaire. L'idée d'un héritage enfoui sous la glace ne concerne pas seulement l'Antarctique. Le Groenland, lui aussi, a connu des périodes où sa surface était en partie dégagée. Les sédiments marins recueillis au large de ses côtes contiennent probablement des pollens d'arbres, preuve qu'il fut autrefois verdoyant. Si des hommes y vécurent, leurs traces ont été effacées ou scellées. La Sibérie, la Scandinavie, l'Amérique du Nord portaient elles aussi des glaciers immenses. Lorsque ceux-ci ont reculé, ils ont remodelé les paysages, effaçant peut-être les empreintes de civilisations entières. Cette hypothèse, si vertigineuse, se reflète dans les mythes du monde entier. Les traditions parlent de continents engloutis, de terres disparues, mais aussi de royaumes de glace, de peuples venus du froid. Les Grecs évoquaient les Hyperboréens, peuples mythiques vivant au-delà du vent du Nord, dans une terre bénie par les dieux. Chez les peuples nordiques, les sagas racontent le Ginnungagap, gouffre glacé d'où naquit le monde. Dans les Andes, les récits parlent de dieux descendus des montagnes enneigées pour enseigner l'agriculture aux hommes. Ces mythes, dispersés, révèlent une mémoire diffuse. La glace n'a pas seulement détruit, elle a marqué l'imaginaire comme un espace d'origine et de perte. Si les pyramides sont les témoins visibles d'un savoir ancien, peut-être que sous la glace se cachent les témoins invisibles. Les bâtisseurs sans nom auraient laissé des traces ailleurs que dans le désert, mais ces traces, ensevelies, nous sont inaccessibles. Nous ne pouvons qu'imaginer des cités gelées, des monuments figés dans l'éternité blanche, attendant que la fonte les révèle, ou que les chercheurs percent leurs secrets. La glace est paradoxale. Elle efface en broyant les reliefs sous son poids colossal, mais elle conserve aussi en gelant dans un silence immobile tout ce qu'elle recouvre. Les mammouths, retrouvés dans le permafrost sibérien, presque intacts après des dizaines de milliers d'années, en sont la preuve. Si des œuvres humaines existent sous la glace, elles pourraient en être préservées avec la même précision. Mais pour l'instant, elles demeurent inaccessibles, comme un livre fermé dont nous devinons seulement la présence. Ce possible héritage glacé interroge notre rapport au temps. Nous avons bâti nos chronologies sur ce qui était visible, sur les ruines accessibles. Mais peut-être que la plus grande partie de notre passé repose encore sous des couches que nous ne pouvons pas franchir. Les pyramides, dressées au soleil, seraient alors des exceptions, des fragments sauvés, des monuments rescapés, quand tant d'autres ont été avalés par les flots ou la glace. Il est fascinant d'imaginer que, dans quelques siècles, lorsque les glaciers auront reculé davantage, de nouveaux paysages se révéleront. Des vallées, des lacs, des rivages ressurgiront, portant peut-être des traces de ce qui fut. Nos descendants pourraient découvrir des sites enfouis depuis des dizaines de millénaires, bouleversant encore une fois l'histoire telle que nous la concevons. Et si tel est le cas, les pyramides apparaîtront non plus comme des énigmes isolées, mais comme les premières pièces d'un puzzle immense reliant les sables du désert aux glaces polaires. La glace est aussi un miroir, elle reflète notre peur de l'oubli, mais aussi notre désir de conservation. Nous plaçons aujourd'hui nos semences dans des coffres gelés, comme à Svalbard, pour préserver la vie en cas de catastrophe. Nous comptons sur la glace pour garder intact ce que nous craignons de perdre. Peut-être que les anciens, eux aussi, avaient pressenti cela et qu'ils avaient choisi la pierre comme alternative à la glace, un autre moyen de résister au temps. Sous ce regard, les pyramides et la glace se répondent. Les unes dans la chaleur du désert, défiant l'érosion par leur masse. L'autre, dans le froid du pôle, défie le temps par sa conservation. Ensemble, elles forment les deux visages d'une même quête, garder une trace malgré la fragilité du monde. Et dans cette quête, l'idée d'un héritage enfoui sous la glace n'est pas une simple spéculation, elle est une invitation. Une invitation à reconnaître que nous ne voyons qu'une part infime de notre passé, que les archives du monde sont encore scellées dans des lieux inaccessibles. Une invitation à l'humilité, à accepter que nos certitudes reposent sur des fragments et que le silence des glaces, comme celui des pierres, cache peut-être la clé d'une histoire plus vaste que nous ne l'imaginons.